En ce moment même, une galaxie est en train de se déchirer juste au-dessus du disque de la Voie lactée. Ce n'est pas à 2,5 millions d'années-lumière. Ce n'est pas Andromède. Elle se situe à peine à 70 000 années-lumière de la Terre, et ces étoiles se mélangent déjà aux nôtres, au ralenti. C'est l'une des galaxies les plus proches de nous, et même elle se situe plus loin que n'importe quelle machine humaine n'ait jamais approché. Quand on dit qu'Andromède est notre plus proche voisine galactique, on oublie discrètement des dizaines de mondes galactiques plus petits, bien plus proches de nous. Et lorsqu'on fait les calculs pour atteindre chacun de ces objectifs, les chiffres passent d'ambitieux à absurdes. Car y parvenir exigerait que l'humanité elle-même devienne quelque chose de totalement nouveau avant même d'y arriver. Si ce genre d'exploration approfondie vous passionne, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cela permet vraiment à cette chaîne de continuer à proposer des reportages comme celui-ci. Maintenant, installez-vous confortablement. Commençons. Ouvrez n'importe quel livre d'introduction à l'astronomie. Cliquez sur n'importe quel article spatial destiné aux débutants. Regardez n'importe quel documentaire, même amateur, sur le cosmos, et tôt ou tard vous tomberez sur la même phrase. Andromède est notre plus proche voisine galactique. Elle est présentée comme un fait simple, presque rassurant. Une unique spirale d'étoiles flottant à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre, attendant dans l'obscurité que l'humanité la remarque. La phrase semble correcte. Cela semble réglé. On dirait quelque chose qu'on peut mémoriser une fois et oublier à jamais. La phrase est incorrecte. Pas presque faux. Techniquement, ce n'est pas faux. Pas faux au sens d'une note de bas de page pointilleuse qui n'intéresse que les astronomes professionnels. Fausse au sens ordinaire et direct du terme, car elle cache des dizaines de galaxies situées bien plus près de nous qu'Andromède ne l'a jamais été, et qu'elle les cache discrètement depuis aussi longtemps que la plupart d'entre nous sommes en vie. Il existe des galaxies dont les étoiles sont enfilées à travers la Voie lactée elle-même, se disloquant actuellement au ralenti au-dessus et en dessous du disque. Il existe des galaxies qui orbitent autour de nous avec une telle faiblesse que nous ne les avons découvertes qu'au cours des 2 dernières décennies. Il existe des galaxies si intimement liées à notre propre champ gravitationnel que certains astronomes se demandent si elles peuvent encore être considérées comme des galaxies distinctes, ou si elles ont déjà été absorbées et mettent simplement beaucoup de temps à disparaître. Et une fois que vous comprenez ce paysage, une fois que vous voyez la Voie lactée telle qu'elle est réellement, non pas une simple spirale dérivant seule dans un étang cosmique tranquille, mais un grand prédateur entouré d'un essaim de compagnons plus petits, la phrase simpliste des manuels scolaires s'effondre. Andromède n'est pas notre plus proche voisine galactique. Andromède est notre plus proche voisine galactique majeure. Ces 2 mots au milieu changent tout. Ils modifient la définition de la galaxie la plus proche. Ils changent la façon dont un tel voyage pourrait ressembler. Et cela change complètement la question que nous nous posons, car la distance qui nous sépare de la galaxie la plus proche dépend de façon très gênante de ce que nous sommes prêts à considérer comme une galaxie au départ. Avant de pouvoir parler de la distance qui nous sépare de l'élément le plus proche, nous devons faire quelque chose qui paraît anodin, mais qui ne l'est pas. Définir le mot. Et ce faisant, on commence à comprendre pourquoi l'expression « galaxie la plus proche » est l'une des expressions les plus trompeuses de l'astronomie populaire. Au sens moderne, le plus rigoureux, une galaxie est un système d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire liés gravitationnellement et maintenus ensemble par leur propre masse. Cette définition semble être une simple formalité, mais elle dissimule 2 arguments que les astronomes professionnels défendent encore. Le premier argument concerne la matière noire. Une véritable galaxie, de l'avis de la plupart des chercheurs, se trouve à l'intérieur de son propre halo de matière noire, son propre cocon gravitationnel privé qui la distingue d'un amas globulaire d'étoiles qui n'est qu'une boule dense d'étoiles sans matière noire significative autour d'elle. Le deuxième argument porte sur l'indépendance. Pour être considérée comme une galaxie au sens plein du terme, une galaxie doit généralement s'être formée de manière autonome, avoir évolué de manière autonome et avoir constitué un objet distinct avant qu'une galaxie plus grande ne vienne la dévorer. C'est cette seconde condition qui, sans crier gare, ruine la phrase bien ordonnée concernant Andromède. Car lorsqu'on observe attentivement l'espace qui entoure immédiatement la Voie lactée, on ne voit pas un espace paisible entre notre galaxie et Andromède, mais une foule désordonnée encore en cours de nettoyage de petits systèmes stellaires. Certaines sont clairement des galaxies,
d'autres clairement pas, et d'autres encore se disputent à ce sujet. La plupart de ces systèmes sont ce que les astronomes appellent des galaxies naines. Elles sont petites, ne contenant parfois que quelques milliers ou quelques millions d'étoiles, comparées aux quelques 100 à 400 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Ils sont faibles, ils sont vieux et ils sont proches. Pas aussi proches qu'Andromède. C'est tellement proche qu'on croirait qu'Andromède se trouve dans un autre code postal. Commençons par celle qui décompose le mieux la phrase du manuel scolaire en morceaux. Elle s'appelle la galaxie naine sphéroïdale du Sagittaire et son histoire est discrètement l'une des plus troublantes de l'astronomie galactique moderne. Elle n'a été découverte qu'en 1994. Une galaxie entière à notre porte, passée inaperçue jusqu'à la dernière décennie du XXe siècle, car elle se situe presque directement de l'autre côté du centre galactique par rapport à nous. Ces étoiles sont cachées derrière les épais nuages de gaz et de poussière qui bloquent notre vue vers le centre de la Voie lactée. Il a fallu des relevés minutieux des mouvements stellaires pour se rendre compte qu'un système galactique distinct et cohérent se trouvait juste là, dissimulé derrière l'éclat du noyau. Mais voici la partie qui importe pour notre question. Le nain Sagittaire n'est pas un voisin paisible qui se mêle de ses affaires. Il est en train d'être activement détruit en ce moment même. L'énorme gravité de la Voie lactée la disloque, étirant ses étoiles en de longs filaments qui s'enroulent plusieurs fois autour de notre galaxie, comme des rubans qui se déroulent d'un paquet déchiré. Le noyau de la galaxie naine du Sagittaire existe toujours, se maintenant encore faiblement ensemble, encore reconnaissable comme un objet à part entière. Mais ces étoiles extérieures ont déjà été volées. Elles dérivent à travers le halo de la Voie lactée, se mêlent à nos étoiles et deviennent une partie de nous. Dans quelques centaines de millions d'années, il ne restera plus rien pour justifier l'appellation de nain du Sagittaire. Il s'agira simplement de matière dispersée dans les régions extérieures de la Voie lactée, une ancienne galaxie digérée par la galaxie actuelle. Et c'est tout près. Son centre se situe à environ 70 000 années-lumière de la Terre. C'est plus proche que le bord extérieur du disque de notre propre Voie lactée. Comprendre ces informations. Il existe une galaxie dont le noyau est plus proche de nous que certaines parties de notre propre galaxie. L'idée reçue selon laquelle Andromède est notre plus proche voisine galactique ne résiste pas au contact de la naine du Sagittaire. C'est impossible. 2,5 millions d'années-lumière, c'est plus de 35 fois plus loin que 70 000. La phrase n'est pas légèrement incorrecte. L'écart est tel qu'il bouleverse complètement la carte. Mais voici le rebondissement qui rend la situation à la fois pire et plus honnête. La galaxie naine du Sagittaire est en train d'être absorbée, selon la définition stricte que l'on donne à ce qu'est une galaxie indépendante. On pourrait arguer que cela ne compte plus comme un seul. On pourrait objecter que nous ne devrions pas utiliser une galaxie à moitié dévorée comme réponse à la question « Quelle est la galaxie la plus proche de la Voie lactée ?» Et c'est un argument valable. Mais si vous y parvenez, vous devez le faire de manière constante, car dès l'instant où vous acceptez qu'un compagnon mourant et en train de disparaître ne compte plus, vous devez regarder tout ce qui vous entoure et vous poser la même question, et il y a beaucoup d'autres choses à proximité. La galaxie naine du Sagittaire n'est pas la première galaxie que la Voie lactée a été surprise à absorber. Il s'agit uniquement du plus récent, du plus visible, et de celui dont la consommation est encore en cours. Une analyse minutieuse des mouvements stellaires à l'aide des données du vaisseau spatial Gaïa, la mission de cartographie stellaire de précision de l'Agence spatiale européenne, a révélé les contours fantomatiques d'un repas encore plus ancien. Il y a environ 10 milliards d'années, soit à peu près aux 2/3 du chemin qui nous sépare du début de l'univers, une autre galaxie est tombée dans la nôtre. Les astronomes l'appellent Gaïa Encelade, ou parfois la saucisse de Gaïa, en raison de la forme en saucisse que dessinent ces étoiles dans l'espace des vitesses lorsqu'elles sont représentées avec précision. Cette galaxie était considérable, peut-être un quart ou un cinquième de la taille de la Voie lactée primitive au moment de l'impact. Il ne s'agissait pas d'un petit nain grignoté sur les bords. Il s'agissait d'une véritable collision entre partenaires comparables, et la Voie lactée a gagné. Et les étoiles de Guière et Céladus sont toujours parmi nous. Ils n'ont pas disparu. Ils ne se sont pas dispersés dans l'espace intergalactique. Elles se sont mélangées à ce que nous appelons aujourd'hui le halo interne de la Voie lactée et peuvent être identifiées aujourd'hui, 10 milliards d'années plus tard, grâce à leurs orbites distinctives
et à leurs empreintes chimiques. Une fraction importante des étoiles à pores métalliques, les plus anciennes du halo interne de notre galaxie, dont un certain nombre d'étoiles visibles depuis la Terre par une nuit claire, ne sont pas du tout des étoiles natives de la Voie lactée. Ils étaient autrefois les citoyens d'une autre galaxie que notre galaxie a engloutie avant même l'existence de notre Soleil. C'est important car cela approfondit le problème de définition que nous avons abordé au départ. Lorsque nous nous demandons quelle est la galaxie la plus proche, nous supposons implicitement que la plus proche fait référence à quelque chose qui se trouve là-bas, un objet situé à une distance mesurable de nous. Mais les galaxies laissent des résidus longtemps après leur absorption. Leurs étoiles subsistent, repliées au sein de la galaxie plus vaste qui les a englouties. Au sens strict, la galaxie la plus proche de nous actuellement comprend les vestiges dispersés de Gaïa Encelade, dont les étoiles traversent le voisinage du Soleil selon des orbites caractéristiques spécifiques. Ces étoiles proviennent d'une autre galaxie et se trouvent à l'intérieur de la nôtre. Il y a par exemple le cas de la surdensité du Canis Major. Celui-ci est encore plus controversé que le nain du Sagittaire. Elle a été signalée en 2003 comme une galaxie naine, candidate située à seulement 25 000 années-lumière de la Terre, ce qui en ferait, si elle était réelle, le système galactique le plus proche de nous jamais proposé. 25 000 années-lumière. C'est plus proche que la distance qui nous sépare du centre de la Voie lactée. Et pourtant, au cours des années qui ont suivi, les astronomes ont débattu avec vigueur pour savoir si la zone de forte densité de Canis Major est réellement une galaxie naine distincte, ou s'il s'agit simplement d'une déformation et d'un épaississement naturel du disque de la Voie lactée, pris à tort pour une galaxie compagne extérieure. Certaines études soutiennent l'interprétation galactique, d'autres la rejettent. Le statut scientifique de cette question reste véritablement non résolu, ce qui constitue en soi une leçon fascinante. Nous ignorons tout de ce qui orbite autour de nous à courte distance. Nous sommes encore en train de débattre cette année de l'existence d'une galaxie naine cachée presque à l'intérieur de notre propre disque externe. Déplacez-vous légèrement vers l'extérieur et la foule continue d'avancer. Il y a Ségé 1 et Ségé 2, deux des galaxies les plus faibles connues au monde. Elles sont si sombres, si clairsemées, si fantomatiques, qu'elles ne contiennent chacune que quelques centaines d'étoiles identifiables. Pendant longtemps, les astronomes n'ont pas su s'il s'agissait de galaxies naines ou simplement d'amas d'étoiles inhabituelles. Des études approfondies de leurs mouvements internes ont révélé que leurs étoiles se déplacent beaucoup trop vite pour que la masse visible à elle seule puisse l'expliquer. Quelque chose d'invisible les maintient ensemble. C'est la signature de la matière noire. Musique. Et selon la définition courante d'une galaxie, un système dominé par la matière noire et possédant ses propres étoiles est une galaxie, aussi faible soit-elle. Ainsi, Ségé 1 et Ségé 2, situés respectivement à environ 70 000 à 135 000 années-lumière de nous, font partie des plus petites galaxies véritables que nous ayons jamais découvertes. Et eux aussi orbitent plus près que la plupart des gens ne l'imaginent. La question de savoir si un système peut être considéré comme une galaxie ou simplement comme un amas d'étoiles denses n'est pas triviale. Cela aborde directement la question de ce que signifie la galaxie la plus proche. Prenons l'exemple de Willman 1, découvert en 2005, qui se situe à environ 120 000 années-lumière de la Terre. Lors de sa première identification, les astronomes n'ont pas pu déterminer de quoi il s'agissait. Il était trop diffus et trop irrégulier pour être un amas globulaire normal. Elle était trop petite et trop faible pour ressembler à une galaxie naine typique. Pendant des années, sa classification a fait l'objet de nombreux changements dans la littérature. Le critère décisif était le même dans les deux cas. Si les étoiles de Willman 1 se déplaçaient d'une manière qui pouvait s'expliquer uniquement par la gravité de sa masse visible, il s'agissait probablement d'un amas d'étoiles. Si ces étoiles se déplaçaient comme si une masse invisible beaucoup plus importante les maintenait ensemble, c'était une galaxie. Car une galaxie, au sens moderne du terme, est un système qui nécessite de la matière noire pour expliquer ses mouvements. Un amas d'étoiles est un système qui ne le fait pas. C'est cette distinction qui élève Ségé 1 d'un simple groupe d'étoiles exceptionnellement clairsemées à un membre à part entière de la famille galactique de la Voie lactée. Lorsque les astronomes ont mesuré avec précision les vitesses internes des étoiles de Ségé 1, ils ont constaté des dispersions de vitesse stellaire bien supérieures
à ce que la masse visible pouvait expliquer. Ségué 1 est dominé par la matière noire, avec des ratios de plusieurs centaines pour 1. Il s'agit de l'un des systèmes les plus dominés par la matière noire jamais identifiés. Cela signifie que, bien qu'elle ne contienne que quelques centaines d'étoiles visibles, il s'agit sans ambiguïté d'une galaxie au sens technique moderne du terme. Un vaste cocon gravitationnel invisible, retenant ensemble quelques points lumineux épars, dérivant aux confins de notre propre galaxie. C'est pourquoi le nombre de galaxies proches de nous n'a cessé d'augmenter au cours des 2 dernières décennies. Ce n'est pas que de nouveaux grands systèmes apparaissent sans cesse. C'est que la définition elle-même s'est affinée et que des systèmes dominés par la matière noire, de plus en plus faibles, sont de plus en plus souvent confirmés comme étant des galaxies une fois que leurs mouvements internes sont mesurés avec suffisamment de précision. Il y a ensuite Antlia 2 musique, découverte en 2019 grâce aux données du vaisseau spatial GIA de l'Agence spatiale européenne. Antlia 2 est un cas étrange. Sa taille physique est énorme, comparable en étendue à celle du grand nuage mélanique. Mais elle est étonnamment diffuse, si faible par unité de surface du ciel qu'elle nous est restée cachée pendant des décennies, alors qu'elle était à la vue de tous. Elle se situe à environ 400 000 années-lumière, plus loin que certaines de ses cousines. Mais c'est un rappel de quelque chose d'important. Il y a encore quelques années, nous découvrions des galaxies entières, situées dans notre voisinage cosmique immédiat, invisibles à nos yeux, jusqu'à ce qu'un vaisseau spatial cartographie le ciel avec suffisamment de précision pour repérer leurs étoiles éparses et dérivantes. Quand quelqu'un vous affirme avec assurance qu'Andromède est notre plus proche voisine galactique, la réponse honnête est que nous sommes encore en train de découvrir combien de voisins galactiques nous avons réellement. Et une fois qu'on commence à les énumérer, la liste s'allonge vite. Ursa Major 2, Coma Boneses Boots 1, Willman 1, dont le statut galactique est également débattu, Draco, Ursa Minor, Sculptor, Stextons, Carina, Fornax, Léo 4, Léo 5, Hercules. Certaines d'entre elles sont des galaxies naines classiques, connues depuis des décennies. D'autres sont des naines ultra faibles, découvertes seulement au cours des 20 dernières années environ, grâce à des recherches minutieuses dans les données d'études. Presque tous se situent à quelques centaines de milliers d'années-lumière de nous. Presque tous sont plus proches qu'Andromède, d'un facteur 10 à 50. Et presque tous sont, au sens strict, liés gravitationnellement à la Voie lactée. Ce sont nos satellites, nos compagnons en orbite, nos petits frères et sœurs entraînés dans notre sillage gravitationnel. Ce qui nous amène à une distinction importante. Être un satellite de la Voie lactée ne signifie pas automatiquement que vous n'êtes pas une galaxie. La Voie lactée et Andromède sont toutes deux des galaxies majeures du groupe local et possèdent chacune leur propre suite de galaxies naines satellites. Les satellites d'Andromède comprennent Messier 32 et Messier 110, ainsi que de nombreuses naines plus faibles. Les nôtres comprennent tout ce que nous avons listé. Une galaxie satellite reste une galaxie, tout comme une lune reste un objet réel. Il se trouve qu'il est lié gravitationnellement à quelque chose de plus grand. Alors, quand on se demande quelle est la galaxie la plus proche de la Voie lactée, la réponse honnête est que des dizaines de petites galaxies orbitent autour de nous en ce moment même, et la plupart d'entre elles sont bien plus proches qu'Andromède. La phrase du manuel scolaire s'est contentée de ne compter qu'un certain type de galaxies, les grandes et spectaculaires galaxies spirales, et de faire comme si les autres n'existaient pas. Maintenant, certains d'entre vous se poseront sans doute la question pertinente suivante. Si les galaxies naines comptent, si la galaxie naine du Sagittaire compte, et si la galaxie à haute densité du Grand Chien pourrait compter, pourquoi entend-on sans cesse parler d'Andromède? La réponse est que les gens ne demandent généralement pas quelle est la galaxie la plus proche. Ils se demandent, sans vraiment s'en rendre compte, quelle est la galaxie la plus proche comparable à la nôtre? Quelle est la galaxie la plus proche qui ressemble à une véritable spirale? Quelle est la galaxie la plus proche qui illumine une belle photographie? Andromède répond à cette question cachée. C'est la galaxie la plus proche qui ressemble à la Voie lactée par sa taille, sa structure et sa grandeur visuelle. C'est la galaxie la plus proche qui abrite des centaines de milliards d'étoiles, un disque brillant, un bulbe et un tourbillon de bras spiraux. Dans ce sens précis et beaucoup plus restreint, Andromède est véritablement notre plus proche voisine galactique majeure. Mais c'est une autre phrase.
C'est une phrase prudente, nuancée et honnête, et cela soulève une autre question, qui est la véritable question de cet épisode. Car une fois qu'on accepte la distinction entre la galaxie la plus proche, quelle qu'elle soit, et la galaxie majeure la plus proche, il faut accepter autre chose. Il n'existe pas de réponse simple à la question de savoir ce que signifie la galaxie la plus proche. Il existe plusieurs réponses selon ce que l'on prend en compte. Et chacune de ces réponses, même les plus amicales, même celles qui nous permettent de choisir la plus petite, la plus faible et la plus proche naine orbitant autour de nous en ce moment, se situe encore à une distance tellement au-delà de l'expérience humaine que nous n'avons presque aucun moyen honnête de la décrire. Faisons-en quelque chose de concret. Le centre de la galaxie naine du Sagittaire, situé à environ 70 000 années-lumière, est plus proche de nous que la plupart des étoiles de notre propre galaxie. Mais 70 000 années-lumière, c'est toujours 70 000 années-lumière. Une seule année-lumière équivaut à environ 9 à 12 billions de kilomètres. 70 000 années-lumière représentent près de 700 000 billions de kilomètres. Même si vous vous déplaciez d'une manière ou d'une autre à la vitesse de la lumière elle-même, ce qu'aucun objet massif ne peut faire, le voyage jusqu'au centre de la planète naine du Sagittaire prendrait 70 000 ans. L'espèce humaine moderne n'existe que depuis quelques centaines de milliers d'années. Le voyage vers notre galaxie naine la plus proche, à la vitesse maximale permise par la physique, consommerait une fraction substantielle de toute l'histoire de notre espèce humaine. Et c'est la réponse la plus indulgente qui soit. C'est l'option la plus proche dans le menu. Si vous insistez sur l'indépendance, si vous refusez de compter la naine du Sagittaire parce qu'elle est en cours d'absorption, si vous refusez de compter le grand chien parce que son statut est contesté, et si vous refusez de compter les satellites ultra faibles parce qu'ils sont trop petits à votre goût, la liste des candidats acceptables se réduit rapidement. Vous pourriez vous retrouver avec le grand nuage mélanique orbitant autour de nous à environ 163 000 années-lumière ou le petit nuage mélanique à près de 200 000 années-lumière. Toutes deux visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère sud et suffisamment grandes pour ressembler à de véritables petites galaxies à part entière. Ces deux objets sont encore liés gravitationnellement à la Voie lactée. Les mesures modernes suggèrent qu'ils suivent des orbites longues et complexes et qu'ils n'ont peut-être pas toujours été nos compagnons, mais ils le sont aujourd'hui. Ce sont les galaxies satellites les plus proches que tout le monde s'accorde à considérer comme des galaxies, et même celles-ci, à ces distances, sont 2 fois plus éloignées que le centre de la galaxie naine du Sagittaire. Un développement récent et frappant s'est produit sur ce front. Pendant la majeure partie du XXe siècle, on a supposé que les nuages mélaniques étaient des satellites à long terme de la Voie lactée, ayant orbité autour de nous pendant des milliards d'années. Cette hypothèse a perduré en grande partie parce que personne n'avait les moyens de mesurer leur mouvement avec suffisamment de précision pour la vérifier. Puis, dans les années 2000, le télescope spatial Hubble et plus tard le vaisseau spatial JIA ont produit des mesures de la vitesse des nuages nettement plus précises que tout ce qui avait été réalisé auparavant. Les résultats ont surpris presque tous les acteurs du domaine. Le grand nuage mélanique se déplace considérablement plus vite par rapport à la Voie lactée qu'un compagnon à long terme ne devrait le faire. Sa vitesse est suffisamment élevée pour que de nombreux chercheurs privilégient désormais un modèle de première chute dans lequel les nuages ne sont pas du tout d'anciens satellites, mais des nouveaux venus qui tombent pour la première fois dans la Voie lactée, n'ayant commencé que récemment à être capturés gravitationnellement par nous. Si ce modèle est correct, et il s'agit au moment de cet enregistrement de l'interprétation dominante parmi les chercheurs qui étudient ces mouvements de plus près, cela signifie que nos deuxième et troisième réponses à la question de savoir quelle est la galaxie la plus proche sont des galaxies qui étaient, jusqu'à très récemment à l'échelle cosmique, des membres indépendants de l'univers local. Il se peut qu'il ne s'agisse pas du tout de satellites de la Voie lactée, au sens le plus profond du terme. Il peut s'agir d'intrus, de nains, qui se sont formés ailleurs et qui ne sont arrivés que récemment, ce qui ajoute une nouvelle difficulté au problème de définition. Car la galaxie la plus proche qui nous est gravitationnellement liée s'avère être une catégorie fluctuante. Des systèmes apparaissent, d'autres sont absorbés, d'autres encore disparaissent. Et la situation à un instant donné dépend de la précision des mesures et de leur interprétation. Et si vous insistez pour aller encore plus loin, si vous insistez sur la galaxie la plus proche qui soit une véritable géante indépendante,
comparable en taille à la Voie lactée elle-même, alors et seulement alors, vous arrivez à Andromède à environ 2,5 millions d'années-lumière. Ce qui signifie que la phrase du manuel n'est pas seulement fausse. C'est la réponse à une question que personne n'avait songé à poser précisément. C'est la réponse à la question « Quelle est la galaxie la plus proche qui soit fondamentalement semblable à la nôtre ?» Ce n'est pas la réponse à la question de savoir quelle est la galaxie la plus proche. La carte avec laquelle nous devons travailler ne ressemble donc en rien à l'image populaire. Cette image populaire représente la Voie lactée, une étendue d'espace vide et confortable. Puis, Andromède. La réalité montre la Voie lactée entourée d'un essaim de petites galaxies satellites, faibles, parfois mourantes, parfois encore en formation, toujours intimement liées. Certains sont en train d'être démantelés, certains sont encore en cours de découverte, certaines pourraient même ne pas être des galaxies du tout, et bien au-delà de tous se dresse Andromède, la plus proche des géantes. Il existe un type particulier de vertige qui survient lorsqu'on prend conscience de cela, car notre perception antérieure de la galaxie la plus proche était liée à un sentiment de séparation. Andromède donnait l'impression d'être une destination, un lieu à part, différent de tout autre endroit que l'on pourrait imaginer désigné du doigt et vers lequel on pourrait voyager. Le véritable voisinage galactique ne présente pas cette séparation nette. Les étoiles naines du Sagittaire sont déjà mêlées aux nôtres. La structure du grand chien, quelle qu'elle soit, se fond dans notre propre disque. Ces naines ultra faibles orbitent à travers le même halo de matière noire que nous. Quand on demande où s'arrête la Voie lactée et où commence sa plus proche voisine, la réponse honnête est qu'il n'y a pas de limite nette. Notre galaxie a des contours flous, ses plus proches voisines ont également des contours flous, et ces contours se chevauchent. Cela a une conséquence inquiétante pour l'ensemble du projet de visite d'une autre galaxie. Si la galaxie la plus proche est une galaxie dont les étoiles sont déjà reliées à la nôtre, que signifie réellement voyager jusqu'à elle? Sommes-nous en train de voyager vers la planète naine du Sagittaire lorsque nous levons les yeux vers certains courants d'étoiles qui traversent notre ciel nocturne? Sommes-nous déjà, d'une certaine manière, à l'intérieur de ces vestiges? Si oui, l'humanité, vue de loin, a-t-elle déjà franchi le seuil d'une autre galaxie sans s'en apercevoir? Et si la réponse à cette question est dérangeante, si la réponse est que la constellation naine du Sagittaire est trop éloignée pour être prise en compte et que la structure du grand chien est trop incertaine pour être prise en compte, alors nous revenons au nuage mélanique ou à Andromède et les distances explosent à nouveau. C'est pourquoi la question posée dans cet épisode ne peut être résolue par un seul chiffre. Ce n'est pas la distance qui compte, il s'agit d'une série de questions imbriquées. Qu'est-ce qui est considéré comme une galaxie? Qu'est-ce qui est considéré comme distinct? Qu'est-ce qui compte pour y parvenir? Qu'est-ce qui fait qu'un être humain reste humain à leur arrivée? Chaque niveau de difficulté supplémentaire complexifie la question. Et plus on creuse, plus la phrase scolaire, si anodine en apparence, se dissout en quelque chose de bien plus étrange et de bien plus authentique. La Voie lactée n'est pas une spirale solitaire flottant sur un étang tranquille. C'est un géant entouré d'un nuage épars de compagnons plus petits, dont certains sont déjà à l'intérieur. Certains sont sur le point de l'être, et l'un d'eux, le plus grand, le plus connu, le plus photogénique, est étonnamment éloigné, pour ce que tout le monde appelle notre galaxie la plus proche. Et c'est là que commence le vrai problème. Car, quelle que soit la définition choisie, quel que soit le candidat retenu, les chiffres sont cruels. Même la réponse la plus bienveillante et la plus généreuse à la question de savoir quelle est la galaxie la plus proche situe son centre à une distance qu'un vaisseau spatial humain moderne ne pourrait pas franchir, même en mettant bout à bout 100 civilisations humaines. Même la lumière, ce qu'il y a de plus rapide qui existe, aurait besoin de dizaines de milliers d'années pour effectuer la traversée. Et cela avant même d'aborder la question des autres galaxies, et ce avant même de comparer ces distances à la largeur de la Voie lactée, à la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche, à tout ce qu'un être humain peut concevoir mentalement. Cette comparaison, lorsqu'elle est correctement employée, transforme la phrase anodine d'un manuel scolaire en quelque chose de presque effrayant. Car une fois qu'on a dressé la vraie carte, une fois qu'on a placé la galaxie naine du Sagittaire, les nuages mélaniques et Andromède à une échelle compréhensible par l'œil humain,
On découvre que tout le discours rassurant sur nos voisins galactiques reposait tacitement sur le fait que personne ne vérifie jamais la règle. Sur les cartes astronomiques, ces galaxies semblent être à côté de nous. Ils ressemblent à des points pressés contre le bord de notre propre point. À l'échelle qui compte pour un vaisseau spatial, pour une vie humaine ou pour une civilisation, elles ne sont absolument pas adjacentes. Ils sont catastrophiquement éloignés. Et même notre galaxie compagne la plus proche, la plus petite, la plus ravagée, celle qui se dissout le plus silencieusement, reste encore catastrophiquement éloignée. Voilà la véritable révélation qui se cache sous la phrase rudimentaire. Andromède n'est pas notre plus proche voisine galactique. La constellation du Sagittaire, le Grand Chien, Ségé 1 et des dizaines d'autres sont beaucoup plus proches. Et rien de tout cela n'aide. Rien de tout cela ne raccourcit le trajet au point qu'un être humain puisse y survivre. Rien de tout cela ne rend une destination galactique accessible. Cela signifie simplement que lorsque nous nous demandons quelle est la distance de la galaxie la plus proche, nous pouvons choisir le nombre incroyablement éloigné que nous souhaitons utiliser. Et maintenant, nous allons reporter ces chiffres sur une vraie règle. Pas sur une carte de groupe local où chaque galaxie est un point amical près de tous les autres. Sur une échelle où la distance à l'étoile la plus proche, la largeur de la Voie lactée elle-même et l'écart jusqu'à la galaxie naine du Sagittaire sont représentés honnêtement côte à côte. Car dès que ces distances sont mises côte à côte, quelque chose se casse. L'idée d'une galaxie proche cesse alors de signifier quoi que ce soit. Une image surgit systématiquement dès que l'on parle du groupe local de galaxies. Vous l'avez vu. On le trouve dans les manuels scolaires, sur les affiches pédagogiques, sur les premières diapositives des cours d'astronomie. Elle représente la Voie lactée, sous la forme d'un petit disque légendé sur l'un des côtés du cadre. Andromède apparaît comme un autre disque étiqueté de l'autre côté, un amas de points encore plus petits dispersés autour d'eux, représentant les différentes galaxies naines. Un petit arrangement bien pensé, le tout tenant aisément sur une page. Parfois, une échelle graduée apparaît dans un coin, indiquant 1 million d'années-lumière ou 500 000 années-lumière, mais presque personne ne la regarde. Ce que les gens retiennent de cette photo, c'est l'impression émotionnelle qu'elle crée. Et l'impression émotionnelle est celle de galaxies voisines, proches, qui semblent appartenir au même cadre visuel, comme les maisons d'une rue semblent appartenir au même ensemble sur une même photographie. Cette impression est trompeuse. Il ne s'agissait pas d'une tromperie délibérée, mais d'une ruse tout de même. Lorsque vous compressez des centaines de milliers, voire des millions d'années-lumière sur une seule page, tout sur cette page semble adjacent. L'œil ne peut rien y faire. L'œil a évolué pour interpréter la proximité des objets à l'échelle de ceux vers lesquels on pourrait se diriger. Il ne possède aucune protection intégrée contre une échelle graduée dans un coin, indiquant 1 million d'années-lumière. Ainsi, il considère le nain du Sagittaire comme s'il était juste à côté de nous, et le grand nuage mélanique comme s'il nous touchait pratiquement. Une Andromède comme si elle était juste en face. La carte ment non pas en incluant des informations erronées, mais en incluant des informations véridiques à une échelle telle que ces informations paraissent erronées. Il nous faut donc ensuite redessiner cette carte, non pas sur une page de manuel, mais à une échelle à laquelle un corps humain, un vaisseau spatial habité et une vie humaine peuvent réellement se mesurer. Car dès l'instant où les distances cessent d'être comprimées sur une page, tout change. Ce qui ressemblait à un quartier convivial sur la photo de groupe local se transforme en un paysage si vaste que même les destinations les plus accueillantes que nous avions identifiées auparavant deviennent presque inaccessibles en principe, et la façon dont nous allons le ressentir est de commencer petit, en commençant en fait par l'étoile la plus proche. Le système stellaire le plus proche du Soleil s'appelle Alpha Centauri. Il ne s'agit pas d'une seule étoile, mais de 3 liées gravitationnellement, une paire brillante appelée Alpha Centauri A et B, et une petite compagne rouge appelée Proxima Centauri, qui se trouve être l'étoile unique la plus proche de nous. L'ensemble du système se situe à une distance d'environ 4,37 années-lumière. Ce chiffre est tellement cité dans tant d'articles sur les voyages interstellaires qu'il en a presque perdu tout son sens. Redonnons-leur un peu de sens. 4,37 années-lumière représentent environ 41 billions de kilomètres. Si vous essayez d'imaginer ce nombre à pied,
en voiture ou par tout autre moyen de transport qu'un corps humain ait jamais utilisé, vous n'y parviendriez pas. Un avion de ligne volant sans escale vers Proxima Centauri, faisant abstraction du petit détail qu'il ne peut pas voler dans le vide, mettrait environ 5 millions d'années pour arriver à destination. Voyager 1. Le vaisseau spatial le plus rapide lancé vers l'espace interstellaire se déplace à environ 17 km/s. À cette vitesse, en direction de Proxima Centauri, il lui faudrait environ 75 000 ans pour y parvenir. 75 000 ans. C'est plus long que toute l'histoire enregistrée de la civilisation humaine, appliquée à un voyage vers l'étoile la plus proche. Et c'est là le plus important. Alpha Centauri n'est pas loin à l'échelle galactique. Alpha Centauri est juste à côté. C'est la destination la plus proche possible dans l'espace interstellaire. C'est la réponse à la question. Quel est l'objet le plus proche en dehors de notre système solaire? Et un voyage à la vitesse de voyager pour y parvenir prend environ 1000 fois plus de temps que toutes les histoires de l'écriture. Si Alpha Centauri, à 4,37 années-lumière, produit ces chiffres, imaginez ce qui se passe lorsque nous commençons à compter en milliers d'années-lumière, en centaines de milliers ou en millions. Continuons donc. Montons d'un échelon sur cette échelle. La prochaine échelle de comparaison crédible avec Alpha Centauri n'est pas une autre étoile, mais notre galaxie entière. La Voie lactée n'est pas un petit objet à l'échelle d'Alpha Centauri. Il s'agit d'une structure colossale et tentaculaire dont l'étendue totale, selon les astronomes, est aujourd'hui bien plus grande que les 100 000 années-lumière de diamètre mentionnées dans les anciens manuels. Les observations modernes des courants stellaires et des étoiles du halo extérieur ont permis d'établir des estimations raisonnables de l'étendue réelle de la Voie lactée qui se situe entre 150 000 et 200 000 années-lumière. Voire davantage selon l'endroit où l'on décide de tracer la limite. Le disque spiralé brillant et familier ne représente qu'une partie de la histoire. Autour d'elle, un vaste halo diffus d'étoiles, de matière noire et de débris capturés s'étend bien plus loin. Prenons la valeur prudente pour le disque visible, soit environ 100 000 années-lumière de diamètre, et comparons-la à Alpha Centauri. L'étoile la plus proche se situe à 4,37 années-lumière. La Voie lactée est plus de 20 000 fois plus large que cette distance. Si l'on réduisait le voyage vers Alpha Centauri à la longueur de votre bras tendu, la largeur du disque de la Voie lactée s'étendrait sur une distance supérieure à celle de plusieurs stades sportifs mis bout à bout. Alpha Centauri tient au bout des doigts. La Voie lactée est un paysage, et ce sont deux objets dans lesquels nous vivons déjà. Cela mérite qu'on s'y attarde. Nous n'avons pas besoin de quitter la Voie lactée pour atteindre des distances qui surpassent tout ce que les machines humaines ont pu accomplir. Voyager 1, après près d'un demi-siècle de vol, a à peine commencé à franchir la limite extérieure de l'influence de notre Soleil, et encore moins réduit la distance jusqu'à Alpha Centauri. Et Alpha Centauri représente une erreur d'arrondi par rapport à la largeur de notre propre galaxie. Chacun des nombres que nous allons utiliser pour d'autres galaxies doit être compris dans ce contexte. Il ne s'agit pas de passer à une échelle supérieure à partir de quelque chose que nous pouvons presque faire. Nous parlons ici de passer à une échelle bien plus importante que celle que nous sommes incapables de réaliser à l'échelle interstellaire. Introduisons maintenant la galaxie naine du Sagittaire. Nous avons établi précédemment que son centre se situe à environ 70 000 années-lumière de la Terre. 70 000 années-lumière. C'est proche à l'échelle galactique. Absurdement proche pour quelque chose officiellement considéré comme une galaxie distincte. En fait, elle est plus proche de nous que certaines parties de notre propre Voie lactée. Mais comparez-le à Alpha Centauri. 70 000. 4,37 est environ 16 000. Le centre de la galaxie naine du Sagittaire est environ 16 000 fois plus éloigné de nous que l'étoile la plus proche. Si Alpha Centauri représente un pas, la planète naine du Sagittaire en représente 16 000 dans la même direction. Et Alpha Centauri a déjà nécessité des délais plus longs que l'histoire humaine enregistrée pour que nos engins spatiaux les plus rapides puissent l'atteindre. 16 000 fois cela rien que pour atteindre la galaxie compagne la plus amicale, la plus discrètement en train de se dissoudre et la plus à moitié dévorée de la liste. Et maintenant, la situation devient troublante car ce nombre, 70 000 années-lumière, n'est pas un simple hasard d'échelle. Elle correspond approximativement à la largeur du disque interne de la Voie lactée. Ce qui signifie que, sur une règle graduée,
La distance entre la Terre et l'objet le plus proche que l'on considère comme une galaxie distincte est comparable à la distance entre la Terre et l'extrémité opposée de notre propre galaxie. Autrement dit, quitter la Voie lactée et traverser la Voie lactée sont, à l'échelle des naines du Sagittaire, essentiellement le même type de voyage. Les deux sont incroyablement longues. Aucun des deux n'est sensiblement plus court que l'autre. À cette échelle, les termes intergalactique et transgalactique, appliqués à un vaisseau spatial, ne désignent pas des ordres de grandeur sensiblement différents. Allons plus loin. Le grand nuage mélanique, l'une des deux galaxies satellites visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère sud, se situe à une distance d'environ 163 000 années-lumière. Le petit nuage mélanique se situe un peu plus loin, à environ 200 000 années-lumière. Ce sont celles que la plupart des gens, lorsqu'on les met sous pression, acceptent comme de véritables galaxies indépendantes orbitant autour de la Voie lactée. Ils sont suffisamment grands pour être vus. Elles sont suffisamment structurées pour ressembler à quelque chose. Ils sont liés gravitationnellement à nous, mais distincts. Comparez-les à Alpha Centauri. Encore une fois, 163 4,37 est proche de 37 000. Le grand nuage mélanique est environ 37 000 fois plus éloigné que l'étoile la plus proche. 200 000 divisé par 4,37 donne environ 46 000. Le petit nuage mélanique est environ 46 000 fois plus éloigné que l'étoile la plus proche. Et une fois de plus, Alpha Centauri a déjà battu tous les records de temps raisonnables pour notre vaisseau spatial le plus rapide. Multipliez ces échelles de temps par 37 000 par 46 000 et les nombres cessent d'être des nombres. Elles deviennent des étiquettes abstraites pour des durées auxquelles aucune institution humaine n'a jamais survécu. Passons maintenant à Andromède, située à environ 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. En termes d'Alpha Centauri, cela représente environ 570 000 fois plus loin que l'étoile la plus proche. En ce qui concerne les planètes naines du Sagittaire, cela représente environ 36 fois la distance qui les sépare du satellite mourant le plus proche. En ce qui concerne le grand nuage mélanique, cela représente environ 15 fois la distance qui sépare notre galaxie satellite la plus connue. Andromeda n'est pas simplement une version plus longue de ces voyages. Andromède est le moment où l'échelle change complètement de nature. Mais voici le piège que tend la carte du groupe local. Lorsque vous regardez la visualisation du groupe local, tous ces objets, la Voie lactée, la galaxie naine du Sagittaire, les nuages mélaniques, Andromède, apparaissent comme des points sur la même image. Ils semblent appartenir à la même catégorie visuelle, les objets proches. La carte ne ment pas quant à leur position. Cela ne fait que mentir sur leur signification. Car pour un corps humain et pour un vaisseau spatial habité, la galaxie naine du Sagittaire et Andromède ne sont pas toutes deux proches. L'une est impossible à une échelle de temps donnée. L'autre est impossible sur une échelle de temps beaucoup plus longue, se déplaçant dans une direction qui ne se situe pas du tout à l'intérieur de la Voie lactée, mais qui traverse une étendue d'espace intergalactique presque vide. Rendons cela encore plus concret grâce à une nouvelle analogie. Imaginez que vous remplaciez la distance jusqu'à Alpha Centauri par la longueur d'une simple feuille de papier d'imprimante ordinaire, soit environ 30 cm. Cette feuille de papier représente l'étoile la plus proche. À cette échelle, la largeur du disque interne de la Voie lactée correspond à environ 23 000 feuilles de papier mises bout à bout, soit une distance d'environ 7 km. L'étoile la plus proche se trouve donc sur la page qui précède. La largeur de notre galaxie correspond à 1 heure de marche à travers la ville. À la même échelle, le centre de la galaxie naine du Sagittaire se trouve à environ 5 km de chez vous. Le gros nuage mélanique se trouve à environ 11 km de vous. Le petit nuage mélanique se trouve à environ 13 ou 14 km de vous. Et Andromède? Andromède à la même échelle où Alpha Centauri est une simple feuille de papier, se situe à environ 170 km. 170 km de cette feuille de papier étirée d'un bout à l'autre. Une journée entière de route entre nous et notre soi-disant plus proche voisin galactique majeur, alors que l'étoile la plus proche est réduite à quelque chose que l'on peut tenir dans une main. Voilà ce que signifie « proche » au sein du groupe local. Voilà la taille réelle du quartier. Et même cette image est généreuse car elle permet de garder l'espace intergalactique propre, vide et facile à imaginer. En réalité, l'espace entre la Voie lactée et Andromède n'est pas vraiment vide au sens ennuyeux du terme.
Elle a été cartographiée notamment grâce aux observations réalisées au cours des 2 dernières décennies comme un halo étendu de gaz chaud et ténu, d'étoiles errantes, de matière noire et de filaments de matière lents. Une partie nous appartient, une autre appartient à Andromède. Une autre encore pourrait appartenir aux deux selon la façon dont on représente les halos. Si l'on examine les modélisations récentes des halos de matière noire étendus des 2 galaxies, certaines estimations suggèrent que les 2 halos pourraient déjà se toucher, ou presque, couvrant une grande partie de l'espace qui nous sépare. Mais les corps stellaires visibles, les parties que vous ou moi décririons comme la galaxie elle-même, sont séparés par ces 2,5 millions d'années-lumière de presque rien. C'est là que l'honnêteté de la carte prend tout son sens, car la représentation du groupe local traite toutes ces distances comme si elles avaient la même importance. Sur une page, le nain Sagittaire est un petit sceau. Les nuages mélaniques représentent un sceau légèrement plus important et Andromeda un sceau plus long. C'est trompeur, car les écarts d'échelle réels entre eux sont énormes. Passer d'Alpha Centauri à la planète naine du Sagittaire représente un bond d'environ 16 000 fois. Passer de la constellation du Sagittaire à celle d'Andromède représente un bond supplémentaire d'environ 36 fois. Rien dans tout cela n'est une promenade de santé. Chaque marche de l'échelle représente un facteur 10 ou plus qu'aucun vaisseau spatial n'a jamais franchi et qu'aucune machine humaine n'a jamais enduré. Il existe une autre façon de ressentir la même chose. Réfléchissez au temps que met la lumière elle-même pour effectuer chaque trajet. La lumière est ce qu'il y a de plus rapide. Rien qui possède une masse, rien qui transporte un corps humain, rien qui transporte une machine fonctionnelle ne se déplacera jamais à la vitesse de la lumière. Et pourtant, même la lumière, notre plafond absolu, a besoin d'un temps spécifique et important pour effectuer chacun de ces trajets. La lumière met environ 4,37 ans pour atteindre Alpha Centauri. Il lui faut environ 70 000 ans pour atteindre le centre de la planète naine du Sagittaire. Il lui faut environ 163 000 ans pour atteindre le grand nuage mélanique. Il lui faut environ 2,5 millions d'années pour atteindre Andromède. Mettez ces durées en perspective avec l'âge de l'espèce humaine. Anatomiquement parlant, l'homme moderne a tout au plus quelques centaines de milliers d'années. La lumière voyageant vers Andromède a circulé pendant environ 10 fois la durée d'existence de notre espèce. La lumière d'Andromède qui nous parvient ce soir est partie avant même que notre espèce n'existe. Le temps de trajet de la lumière jusqu'au grand nuage mélanique est à peu près équivalent à la durée d'existence de notre espèce. Le trajet de la lumière jusqu'à la galaxie naine du Sagittaire représente une fraction substantielle de l'existence de notre espèce, et cela se fait avec la lumière. Cela correspond au signal le plus rapide possible que la physique permette. Tout ce que l'homme a construit, tout ce qui abrite la vie, nécessitera beaucoup plus de temps. Si Voyager 1, à une vitesse de 17 km/h, était pointé vers la planète naine du Sagittaire, il lui faudrait environ 1 milliard d'années pour l'atteindre. Non pas 70 000, mais 1 milliard. Parce que Voyager se déplace à une infime fraction de 1% de la vitesse de la lumière, le voyage vers Sagittarius est d'autant plus complexe. 1 milliard d'années, c'est plus long que toute l'histoire de la vie complexe sur Terre. Les organismes à vente multiples n'existent que depuis environ aussi longtemps. Le voyage de Voyager vers notre galaxie la plus proche absorberait tout cela. Et Voyager, rappelons-le, est notre vaisseau spatial interstellaire le plus rapide, pas notre plus lent. La plus rapide, celle que l'on cite lorsqu'on veut parler des limites extrêmes des capacités humaines. Comparée à l'espace interstellaire, elle, la musique, est à peine en mouvement. Comparée à l'espace intergalactique, c'est comme s'il était immobile. C'est le paradoxe que révèle la carte redessinée. Le groupe local paraît petit sur le papier parce que le papier est petit. En réalité, ce groupe local forme l'un des quartiers les plus étendus qu'on puisse imaginer. Ses membres sont séparés par des distances qui font paraître les 50 années de vol de Voyager jusqu'aux confins de notre propre système solaire, comme la première inspiration d'un coureur sur la ligne de départ d'un marathon qui dure 100 millions d'années. Et les vaisseaux que on peut imaginer construire ne sont guère plus rapides que Voyager. Il y a une raison particulière pour laquelle cela importe pour la question que nous posons, car nous nous sommes précédemment autorisé la possibilité que la définition la plus favorable de la galaxie la plus proche puisse sauver la question. Nous avons dit
Eh bien, si la galaxie la plus proche est la galaxie naine du Sagittaire, la structure du Grand Chien ou l'un des satellites ultra faibles, au moins les distances sont plus courtes qu'avec Andromède. Et c'est vrai, elles sont plus courtes, mais plus courtes dans ce contexte n'a pas le sens qu'on lui attribue. Dans ce contexte, la différence est plus faible entre un voyage qui engloutirait 10 000 civilisations humaines et un voyage qui en engloutirait 100 000. C'est un raccourci entre inimaginable et légèrement moins inimaginable. Cela ne rend aucun de ces voyages possible à un être humain. Il y a un autre détail important à noter sur cette carte redessinée. La proximité de la galaxie naine du Sagittaire n'est pas vraiment un avantage car cette galaxie naine est en train de se disloquer. Ces étoiles se dispersent en traînées qui s'enroulent plusieurs fois autour de la Voie lactée. Pour définir une destination à l'intérieur de la constellation du Sagittaire, il faut d'abord décider de ce que l'on vise. Son noyau mourant, qui n'existera plus sous sa forme actuelle très longtemps à l'échelle cosmique. Une étoile particulière à l'intérieur, une région de sa structure diffuse restante. La galaxie la plus proche, au sens le plus proche du terme, est une cible mouvante qui se dissout. Vous visez un lieu qui est en train de cesser d'être un lieu. Les nuages mélaniques sont plus stables à court terme, même si leurs orbites complexes rendent leur avenir à long terme véritablement incertain. Certains modèles modernes suggèrent que ce vaste nuage mélanique pourrait finir par se désintégrer ou être absorbé par la Voie lactée au cours des prochains milliards d'années. Ainsi, même nos galaxies satellites les plus brillantes et familières, celles que l'on peut pointer du doigt dans le ciel austral et dire qu'il s'agit d'une galaxie proche de la nôtre, sont engagées dans leur propre long voyage, qu'une mission humaine devrait d'une manière ou d'une autre suivre. Seul Andromède offre une destination stable, cohérente et sans ambiguïté. Et Andromède, que nous venons de voir, se trouve à l'extrémité de la carte redessinée, à des distances qui rendent les options de dissolution plus proches, presque intimes en comparaison. Voici la forme que prend le problème. Non pas à quelle distance se trouve la galaxie la plus proche, mais quelle distance impossible aimeriez-vous tenter de franchir? Chaque voyage envisagé est si long que nos vaisseaux spatiaux actuels les plus rapides auraient besoin d'échelles de temps mesurées en âge d'espèce ou en âge de continent pour l'accomplir. Et cela avant même d'aborder la question du transport d'un être humain vivant durant ce voyage. Et ce avant même de nous demander ce qui arrive à une machine, à un corps ou à une civilisation sur de telles périodes. Et ce avant même de se demander s'il est possible de raccourcir le trajet en allant plus vite. Et si oui, à quel prix? Car la réaction naturelle à tout ce que nous venons d'exposer est la même que celle que les gens adoptent toujours. Bien, certains affirment qu'il est impossible de parcourir 70 000 années-lumière à la vitesse des sondes voyagées. Personne n'a jamais sérieusement envisagé de le faire. Et si on allait plus vite? Et si nous construisions des vaisseaux qui se déplacent à un faible pourcentage de la vitesse de la lumière? Ou à un pourcentage plus élevé? Ou encore à une vitesse proche de la limite ultime? Le voyage devient assurément raisonnable. Alors, la galaxie naine du Sagittaire deviendra certainement à notre portée si nous pouvons atteindre, disons, 1/10 de la vitesse de la lumière. À ces vitesses-là, les nuages mélaniques ne sont certainement plus qu'à quelques siècles de là. Un voyage à Andromède à des vitesses véritablement relativistes représente assurément une aventure d'une vie. C'est la réaction naturelle, et ce n'est pas entièrement faux. C'est tout simplement beaucoup plus cher que la plupart des gens ne l'imaginent. Et c'est ce que nous devons examiner ensuite. Car, dès l'instant où l'on commence à se demander ce qu'il faudrait réellement pour déplacer un objet réel à ces vitesses, pour l'accélérer, le maintenir en mouvement, le protéger des obstacles qu'il rencontre, pour le ralentir à l'arrivée, afin qu'il ne se contente pas de traverser sa destination à une vitesse inimaginable. Vous découvrez que les équations ne traitent pas les pourcentages de la vitesse de la lumière comme de simples nombres. L'énergie requise n'est pas proportionnelle. Les risques liés aux impacts ne sont pas proportionnels à la taille de l'impact. Les distances et les durées ne diminuent pas de façon nette. Chaque raccourci apparent engendre sa propre catastrophe. La carte redessinée que nous venons de créer ne représente que la géographie. Il vous indique où se situent les destinations et à quel point leurs positions sont absurdes comparées à tout ce que les machines humaines ont jamais réalisé. Il ne vous indique pas encore ce qui se passe lorsque vous essayez d'y aller. Cela ne vous dit pas encore ce qui arrive au vaisseau, à l'équipage ou à la civilisation,
qui les a lancés lorsqu'ils tentent de compresser 70 000, 163 000 ou 2,5 millions d'années-lumière en quelque chose qui ressemble à une échelle de temps humaine. Voilà la question suivante, et c'est celle où les calculs cessent d'être simplement intimidants et deviennent véritablement brutaux, car la carte, telle que nous l'avons redessinée, n'est que la condition de départ. Ce qui suit décrit la physique de la tentative de franchissement. Il se dégage ici un instinct qu'il convient de prendre au sérieux, car presque tout le monde le possède. Ça se passe à peu près comme ça. Oui, voyager est lent. Voyager n'a jamais été conçu comme un vaisseau spatial. Voyager est une petite sonde vieille, de plusieurs décennies, qui dérive vers l'extérieur au rythme que la physique nous permettait de lui donner dans les années 1970. Bien sûr, un voyage vers la planète naine du Sagittaire à la vitesse de voyager est absurde, mais nous pouvons certainement faire mieux. Un véritable vaisseau spatial interstellaire, conçu spécifiquement pour cette tâche, pourrait assurément se déplacer à une fraction réelle de la vitesse de la lumière. Les chiffres deviendront certainement plus cohérents une fois que nous cesserons d'utiliser des sondes conçues pour les planètes extérieures et que nous commencerons à imaginer des vaisseaux construits pour l'espace interstellaire. Cet instinct est parfaitement raisonnable et pourtant totalement erroné. Non pas parce qu'aller plus vite est impossible en principe, mais dès l'instant où l'on se demande ce que coûte réellement une vitesse plus élevée en termes d'énergie, de risque d'impact, de navigation, de ralentissement à l'arrivée, les calculs cessent d'être simplement difficiles et deviennent véritablement complexes. Alors maintenant, on fait les calculs. Pas les calculs approximatifs du genre. À 1/10 de la vitesse de la lumière, ça ne prendrait que quelques centaines de milliers d'années. Des mathématiques qui respectent ce qu'exige réellement l'accélération d'un objet physique réel. Que devient cet objet lorsqu'il rencontre de la matière réelle dans l'espace réel, et que doit-il se passer à l'autre bout pour que l'objet ne traverse pas simplement sa destination trop vite pour être visible? Nous commencerons par les moteurs qui existent déjà, puis nous gravirons les échelons des vitesses hypothétiques. Chaque échelon paraîtra plus avantageux sur le papier. Chaque échelon révélera une nouvelle catastrophe sous la surface. Commençons par ce que les humains ont réellement construit. Comme mentionné précédemment, Voyager 1 se déplace à environ 17 km/s par rapport au Soleil. Cela représente environ 61 000 km/h. En termes humains courants, c'est étonnant. À l'échelle cosmique, c'est une progression lente. Si Voyager était pointé directement vers le centre de la planète naine du Sagittaire, à environ 70 000 années-lumière, il lui faudrait environ 1,4 milliard d'années pour y arriver. 20 milliards et quart d'années. Cela représente plus d'un quart de l'âge total de la Terre. C'est plus long que toute l'histoire des animaux sur notre planète. Il s'agit du temps de trajet nécessaire à notre vaisseau spatial interstellaire le plus rapide pour atteindre la destination galactique la plus proche. Nous avons une galaxie naine dont les étoiles sont déjà en train de se déchirer et de se replier sur elles-mêmes au sein de notre galaxie. Visez plutôt le grand nuage mélanique situé à environ 163 000 années-lumière et le nombre devient proche de 3 milliards d'années. Pointez-le vers Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière, et vous obtenez quelque chose comme 45 milliards d'années, ce qui est plus long que l'âge actuel de l'univers. Voyager n'effectuera pas ce voyage, ni aucune version de celui-ci. Voyager est une leçon, pas un candidat. Cela nous montre à quel point le problème est grave, compte tenu du rythme auquel notre espèce a réellement évolué. Considérons maintenant la sonde solaire Parker. Il s'agit de l'objet fabriqué par l'homme le plus rapide jamais construit. Et elle doit ce titre, non pas à un moteur révolutionnaire, mais au fait qu'elle retombe sans cesse vers le Soleil sur des orbites soigneusement conçues, utilisant la gravité du Soleil pour accélérer. Lors de ses passages au plus près, Parker se déplace à environ 200 km/s, soit plus de 10 fois plus vite que Voyager. C'est vraiment impressionnant. Elle est également entièrement dépendante du Soleil. Parker ne voyage nulle part. Parker fait une boucle. Mais admettons généreusement que nous puissions d'une manière ou d'une autre envoyer un objet à la vitesse maximale de Parker vers une autre galaxie. 200 km/s, ça sonne beaucoup mieux que 17. Alors de combien le trajet est-il raccourci? Pas assez. 200 km/s ne représentent encore qu'environ 1500e de la vitesse de la lumière.
Un voyage aller simple vers la planète naine du Sagittaire, à la vitesse de Parker, prendrait environ 100 millions d'années. Il s'agit d'une véritable amélioration par rapport à voyager. C'est également plus long que toute la période depuis que les dinosaures ont foulé la Terre. Ce vaste nuage mélanique aurait une durée de vie de l'ordre de 240 millions d'années. Musique. Andromède aurait une durée de vie de l'ordre de 3 milliards et 75 millions d'années. Même à plus de 10 fois la vitesse de voyager, nous parlons encore de voyages qui dureraient des ères géologiques. Et il faut bien admettre que maintenir la vitesse de Parker jusqu'à une autre galaxie n'est pas quelque chose pour lequel la sonde a été conçue. Parker n'atteint ces vitesses qu'à proximité du Soleil. Ce n'est pas un modèle destiné aux équipages interstellaires. Mais même si on l'admet, les mathématiques en rient. Les engins spatiaux actuels ne sont donc pas la solution. C'était prévisible. La question intéressante est de savoir ce qui se passe si l'on considère les vitesses proposées sur le papier pour les futurs vaisseaux spatiaux. Car nous entrons maintenant en territoire où les chiffres semblent d'abord corrects, mais où les prix à y regarder de plus près deviennent catastrophiques. Commençons par 1% de la vitesse de la lumière. Il s'agit d'une référence qui a été évoquée dans plusieurs propositions spéculatives sérieuses, notamment dans le concept révolutionnaire de choc stellaire des années 2010, qui proposait de propulser de très petites sondes à voile solaire vers Alpha Centauri à environ 20% de la vitesse de la lumière. Nous atteindrons les 20% dans un instant. Le premier pourcent de la vitesse de la lumière est d'environ 3000 km/s, soit environ 15 fois plus rapide que la vitesse maximale de Parker et environ 175 fois plus rapide que Voyager. À cette vitesse, en faisant abstraction pour l'instant du petit détail de la manière dont on y parvient et dont on ralentit ensuite, un voyage jusqu'au centre de la galaxie naine du Sagittaire prendrait environ 7 millions d'années. Le grand nuage mélanique date d'environ 16 millions d'années. Andromède, il y a environ 250 millions d'années. Remarquez ce qui vient de se passer. Nous passons à une vitesse hypothétique qui est totalement hors de portée avec la technologie actuelle. Un système qui nécessiterait une propulsion que personne n'a jamais construite à une échelle comparable. Et pourtant, nous nous sommes retrouvés avec des temps de trajet plus longs que la durée d'existence entière de l'espèce humaine, et ce, de plusieurs dizaines, centaines ou milliers de fois. 7 millions d'années représentent environ 35 fois la durée de vie des humains anatomiquement modernes. Et voilà la réponse amicale, celle pour la galaxie compagne mourante et en dissolution la plus proche. Le quart de milliard d'années d'Andromède à 1% de la vitesse de la lumière est plus long que le temps écoulé depuis l'apparition des premiers mammifères. Une civilisation devrait rester fonctionnelle, avoir un but et rester cohérente pendant toute cette période. Aucune civilisation n'a jamais réussi à faire quelque chose qui y ressemble de près ou de loin. Alors visez plus haut, 10% de la vitesse de la lumière. C'est à ce stade que commencent à apparaître, dans la littérature physique, des concepts de propulsion véritablement spéculatifs. Les moteurs à fusion, si jamais ils peuvent fonctionner à l'échelle des engins spatiaux, plutôt que comme des expériences de réacteurs ratés au sol. Des moteurs à antimatière, si jamais l'antimatière peut être produite et stockée en quantité de l'ordre du gramme, plutôt qu'en quantité infime, comme celle que nous gérons actuellement. La propulsion par faisceau, où un vaisseau spatial ne transporte pratiquement aucun carburant et est propulsé par l'arrière par un faisceau laser ou de particules colossales basées dans le système d'origine. Aucun de ces phénomènes n'a jamais été démontré à une échelle proche de l'échelle interstellaire, et chacune d'elles se heurte à des obstacles d'ingénierie fondamentaux que la physique actuelle peut décrire, mais que l'industrie actuelle ne peut pas surmonter. Mais ce sont les concepts que les chercheurs sérieux utilisent lorsqu'ils veulent parler de la possibilité d'atteindre 10% de la vitesse de la lumière, plutôt que de pure science-fiction. À 10% de la vitesse de la lumière, soit environ 30 000 km/s, le voyage d'une naine du Sagittaire prend environ 700 000 ans. Le grand nuage mélanique date d'environ 1,6 million d'années. Andromède, environ 25 millions d'années, mieux, beaucoup mieux, dans le sens où ces chiffres ne se mesurent plus en milliards. Elles ne se mesurent qu'en centaines de milliers, en millions, en dizaines de millions, ce qui signifie qu'il s'agit toujours de voyages. Aucune institution humaine continue n'a jamais tenté de perdurer, aucun corps humain n'a jamais enduré et aucune machine humaine n'a jamais survécu.
700 000 ans, c'est plus de 3 fois la durée de vie totale de notre espèce. Et c'est l'objectif le moins exigeant du menu. Un concept de propulsion qui requiert une technologie que personne n'a encore construite. Désormais propulsé à 50% de la vitesse de la lumière. À partir d'ici, nous entrons dans un territoire qui n'est pas seulement complexe sur le plan de l'ingénierie, mais aussi physiquement éprouvant, d'une manière qui ne ressort pas uniquement des temps de trajet. 50% de la vitesse de la lumière est de 150 000 km/s. Du point de vue d'un observateur resté sur Terre, un voyage vers la planète naine du Sagittaire dure environ 140 000 ans. Du grand nuage de mélanine, il y a environ 325 000 ans, à Andromède, il y a environ 5 millions d'années. Ce sont encore des nombres énormes par rapport au référentiel terrestre. La situation s'est quelque peu améliorée pour les voyageurs grâce à une légère dilatation du temps, mais seulement légèrement. À 50% de la vitesse de la lumière, le facteur de dilatation temporelle n'est que d'environ 1,15. Les voyageurs vivent environ 87% du temps de trajet mesuré par la Terre. C'est un effet réel. Il ne s'agit pas d'un sauvetage. Et nous arrivons alors au véritable régime relativiste. 99% de la vitesse de la lumière ou plus. Ici, la dilatation du temps commence enfin à se faire sentir d'une manière qui change le cours de l'histoire pour les voyageurs eux-mêmes. À 99% de la vitesse de la lumière, le facteur de dilatation temporelle est d'environ 7. Cela signifie que l'équipage vieillit environ 7 fois plus lentement que l'univers extérieur au vaisseau. Soudain, le voyage à bord de la naine Sagittarius, qui dure environ 70 000 ans du point de vue de la Terre à cette vitesse, ne semble durer que 10 000 ans pour l'équipage. Le vaste nuage mélanique, situé à 163 000 ans terrestres, paraît à l'équipage dater d'environ 23 000 ans. Pour l'équipage, Andromède, qui a duré 2,5 millions d'années terrestres, semble avoir environ 350 000 ans, poussé jusqu'à 99,9% et le facteur de dilatation passe à environ 22. Poussé jusqu'à 99,99% et il passe à environ 70. En principe, à des vitesses arbitrairement proches de la vitesse de la lumière, le temps de trajet tel que perçu par l'équipage peut devenir aussi court que souhaité. En principe, un équipage se déplaçant suffisamment vite pourrait traverser jusqu'à Andromède en un temps comparable à celui d'une vie humaine à bord du vaisseau, alors que 2,5 millions d'années s'écoulent à l'extérieur. C'est généralement à cette dernière phrase que les gens s'arrêtent. Voilà la phrase qui apparaît dans les articles sur les voyages relativistes vers d'autres galaxies, présentée comme une solution. Ce n'est pas une solution. Il s'agit de la description de l'extrémité d'une équation physique qui repose sur une exigence énergétique que personne, en répétant la phrase, ne mentionne généralement. Et il est important ici d'être honnête sur ce qui se passe. L'horloge à bord du navire ralentit. Il s'agit de physique réelle, testée et vérifiée quotidiennement dans les accélérateurs de particules. L'horloge à la maison, elle, ne l'est pas. Ainsi, même si le temps perçu par l'équipage se réduit à une vie entière, l'univers extérieur au vaisseau continue de vieillir pendant toute la durée du voyage. L'équipage d'Andromeda arrive biologiquement après avoir vécu une seule vie. La Terre, si elle existe encore sous une forme reconnaissable, a vieilli de 2,5 millions d'années. Les deux horloges n'affichent pas la même heure, et pourtant elles ont toutes les deux raison. Le hic, c'est le coût énergétique nécessaire pour que ces deux horloges divergent à ce point, car l'énergie requise pour propulser un objet réellement massif à de telles vitesses ne suit pas l'échelle intuitive habituelle. En physique courante, l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. Doublez votre vitesse et vous aurez besoin de 4 fois plus d'énergie. Triplez votre vitesse et vous aurez besoin de 9 fois plus d'énergie. C'est déjà brutal. Mais à des vitesses proches de celles de la lumière, c'est la version relativiste de l'équation qui prévaut. Et l'énergie requise n'est plus simplement proportionnelle au carré de la vitesse. Elle est proportionnelle à la différence entre l'énergie totale du navire, y compris sa masse au repos, et sa masse au repos seul. Et cette différence croît sans limite à mesure que le vaisseau approche la vitesse de la lumière. Passer de 99% à 99,9% de la vitesse de la lumière ne nécessite pas un peu plus d'énergie. Il faut environ 3 fois plus d'énergie pour une même masse. Passer de 99,9% à 99,99%,
soit environ un facteur 3 supplémentaire. Chaque 9 supplémentaires sur la vitesse représente un autre multiplicateur énorme sur le budget énergétique. Et la masse du navire a des conséquences catastrophiques. Une petite sonde de quelques kilogrammes, c'est une chose. Un navire transportant un équipage humain fonctionnel et tout le nécessaire pour assurer leur survie pendant le voyage représente un problème d'une toute autre ampleur. Les estimations sérieuses concernant l'accélération d'un véhicule rudimentaire, même de taille modeste, à une fraction substantielle de la vitesse de la lumière, atteignent des énergies qui dépassent la consommation énergétique annuelle totale de l'espèce humaine, multipliées par des chiffres qui rendent les comparaisons industrielles ordinaires dénuées de sens. Pour donner un chiffre précis, accélérer même un navire brut de taille modeste, disons 100 000 tonnes, soit à peu près la masse d'un grand porte-avions moderne, à seulement 10% de la vitesse de la lumière, nécessite une énergie cinétique de l'ordre de 45 millions de milliards de mégajoules. Ce chiffre perd tout son sens sans comparaison. La consommation énergétique mondiale totale d'origine humaine, toutes sources confondues, centrales électriques, véhicules, systèmes de chauffage, est actuellement d'environ 600 000 milliards de mégajoules par an, ce qui signifie que l'énergie cinétique de ce seul navire, en ignorant toutes les pertes, consommerait environ 75 années de la production énergétique actuelle de toute l'espèce humaine. Et cela ne concerne que l'accélération. La combustion de décélération à destination nécessite à nouveau une quantité d'énergie comparable, et ce pour seulement 10% de la vitesse de la lumière. Si l'on pousse la vitesse cible à 50%, l'énergie cinétique du même navire augmente d'un facteur d'environ 30. Si on la pousse à 99%, l'énergie requise augmente d'un facteur supplémentaire d'environ 40. Ceci s'explique par le fait que l'énergie cinétique relativiste diverge lorsque la vitesse approche de la limite ultime. Et il ne s'agit là que des énergies cinétiques brutes. Les systèmes de propulsion réels sont loin d'être efficaces à 100% pour convertir le carburant stocké en mouvement. Les fusées chimiques atteignent quelques pourcents. Les projections les plus optimistes concernant les moteurs à fusion convertissent moins de 1% de leur masse de combustible en énergie cinétique utilisable, ce qui signifie qu'en pratique, les besoins en combustible et en infrastructure sont bien plus importants que ne le suggèrent les chiffres d'énergie cinétique brute. Produire, stocker et libérer de manière contrôlée une telle quantité d'énergie sans que le navire entier ne soit détruit par son propre système de propulsion est un problème qui n'a actuellement aucune solution à une échelle comparable à celle requise. Et cela ne concerne que la phase d'accélération. Il faut refaire toute l'opération en sens inverse pour ralentir le navire à l'autre bout. Ce problème de décélération est l'un des aspects les plus systématiquement négligés dans tous les débats populaires sur les voyages interstellaires et intergalactiques. Il est facile d'imaginer un moteur qui démarre au début du voyage. Il est beaucoup plus difficile d'expliquer ce qui arrête le navire à son arrivée. Il n'y a rien à destination pour vous aider. Aucune ambiance à contrer. Aucune étoile ne se trouvait à l'endroit idéal pour aider à viser correctement grâce à la gravité. Si vous accélérez jusqu'à 50% de la vitesse de la lumière à l'aller, vous devez décélérer de 50% de la vitesse de la lumière à l'arrivée. Et cela signifie brûler une quantité d'énergie comparable en sens inverse en utilisant la masse embarquée, dont la majeure partie a dû être transportée avec vous dès le départ. Ce qui signifie que le navire que vous deviez accélérer n'était pas le modeste véhicule rudimentaire que vous imaginiez. C'était le véhicule rudimentaire auquel s'ajoutait l'énorme quantité de carburant nécessaire pour le ralentir. Ce qui signifie que l'énergie dont vous aviez besoin au départ était beaucoup plus importante, car vous accélériez également cette masse supplémentaire. C'est pourquoi les calculs sérieux de type équation de fusée pour les missions à grande vitesse proche de celle de la lumière produisent des besoins en carburant qui dépassent la masse de la charge utile de manière absurde. Réfléchissez à ce que signifient concrètement les facteurs absurdes. Même dans les calculs théoriques les plus optimistes, un système de propulsion à fusion ne convertit que moins de 1% de la masse de son combustible en énergie cinétique utilisable grâce à la fusion de l'hydrogène. Cette efficacité, qui est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle de n'importe quel propergol chimique, reste néanmoins catastrophiquement faible pour les voyages relativistes. Pour accélérer un vaisseau rudimentaire de taille modeste à 10% de la vitesse de la lumière, puis le décélérer à l'autre bout,
musique, la masse totale de combustible de fusion nécessaire, même dans des hypothèses généreuses, dépasserait la charge utile de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de fois. Ce qui signifie que le navire que vous devez réellement accélérer n'est pas seulement le navire brut. Il s'agit de dizaines, voire de centaines de fois la masse du navire brut, sous forme de combustible brut, enroulé autour du petit compartiment habitable central. Ce qui signifie que la masse de carburant elle-même doit être accélérée à une vitesse relativiste en utilisant davantage de carburant. C'est pourquoi l'équation de la fusée, à ses vitesses et avec ses rendements, tend vers des exigences qui rendent le calcul totalement impossible. La propulsion à antimatière semble plus attrayante sur le papier, car l'annihilation mutuelle de la matière et de l'antimatière libère la quasi-totalité de leur masse, combinée sous forme d'énergie. En principe, il s'agit de la réaction physique la plus efficace que permette. En pratique, l'humanité n'a produit de l'antimatière qu'en quantité infime et à un coût qui en fait la substance la plus chère jamais fabriquée. La production totale d'antimatière, à travers toute l'histoire de la physique, représente quelques milliardièmes de grammes produits dans des installations comme le Grand Collisionneur de Hadron et ses prédécesseurs sur des décennies de fonctionnement. Les estimations sérieuses de la quantité de carburant antimatière nécessaire pour une seule mission relativiste rudimentaire varient de plusieurs tonnes à plusieurs milliers de tonnes en fonction de la vitesse de la cible. Il existe une autre subtilité concernant la propulsion par faisceau que le résumé standard ne couvre généralement pas. Le faisceau qui pousse la voile doit rester focalisé sur elle pendant toute la phase d'accélération, ce qui, pour un grand navire rudimentaire, signifie des années de précision de pointage continu sur des distances qui atteignent des fractions importantes d'années-lumière. Même le faisceau laser le plus étroitement colonnaire diverge avec la distance. Un faisceau qui commence sous forme de colonne étroite au niveau de l'émetteur s'élargira en un cône qui s'élargit au fur et à mesure de sa propagation. Et si l'écartement est trop important, la voile ne peut tout simplement pas capter suffisamment de faisceaux pour continuer à accélérer. Les estimations pratiques pour un faisceau capable de propulser une grande voile à travers les distances interstellaires nécessitent des ouvertures d'émetteurs mesurées en dizaines ou centaines de kilomètres, des structures plus grandes que toutes celles jamais construites par l'homme, maintenues à une précision de pointage comparable à celle d'un fusil visant une cible à l'autre bout d'un continent, et ce pendant des années sans interruption. Un tremblement dans l'alignement, un défaut dans la génération du faisceau, une expansion imprévue du matériau de la voile sous un éclairage prolongé. Chacune de ces défaillances interrompt l'accélération prématurément, laissant le navire poursuivre sa route vers sa destination à la vitesse partielle qu'il avait atteinte au moment de la rupture du faisceau. Et dans les versions les plus exigeantes de ces propositions, la voile elle-même doit résister à l'illumination par un faisceau dont la densité énergétique approche celle d'une petite étoile sans se vaporiser, sans se déformer, sans se déchirer pendant toute la durée de la phase d'accélération. Et puis il y a les impacts, c'est ce qui transforme le rêve relativiste en quelque chose de véritablement violent. Et cela s'applique particulièrement à tout voyage traversant l'espace interstellaire, musique, sans parler des vastes étendues entre les galaxies. L'espace entre les étoiles n'est pas vide. Il est mince, mais il n'est pas vide. Il contient des atomes d'hydrogène, des grains de poussière et parfois des fragments plus gros, tous dérivant lentement dans l'environnement galactique. Aux vitesses de voyager, cette matière est négligeable. À 1% de la vitesse de la lumière, cela commence à avoir de l'importance. À 10%, cela devient un véritable danger pour les ingénieurs. À 50% ou plus, et certainement à 99%, chaque atome d'hydrogène égaré que le vaisseau rencontre arrive avec l'énergie cinétique d'une balle tirée à grande vitesse du point de vue du vaisseau. Chaque grain de poussière se transforme en une sorte de petite explosion. Un vaisseau spatial relativiste traversant l'espace interstellaire ou intergalactique ne glisse pas dans un vide paisible. Elle est sablée en permanence, 24 heures sur 24, par des particules arrivant à une vitesse proche de celle de la lumière. Se protéger contre cela est un problème que personne n'a résolu. Les idées existent. Épais, reniflement bouclier anti-radiation sur la face avant du vaisseau, déflecteurs magnétiques pour repousser les particules chargées. Couches ablatives sacrificielles, mais chacun d'eux ajoute de la masse.
et chaque kilogramme de masse supplémentaire aggrave le problème énergétique. La situation à des distances intergalactiques présente un aspect positif et plusieurs nouveaux problèmes. Le point positif, c'est que l'espace intergalactique est en moyenne plus vide que l'espace interstellaire à l'intérieur d'une galaxie. Il y a moins d'atomes par mètre cube. La mauvaise nouvelle, c'est que le voyage est beaucoup plus long. La dose cumulée totale d'impact à grande vitesse intégrée sur l'ensemble du trajet reste donc énorme. Il y a aussi les rayons cosmiques, qui sont des particules de haute énergie se déplaçant indépendamment dans l'espace, arrivant sur le vaisseau de toutes les directions avec leur propre énergie considérable. Même à l'arrêt, le navire serait exposé. À des vitesses relativistes, le mouvement du vaisseau se combine à l'énergie des rayons cosmiques pour créer un environnement véritablement mortel pour les organismes vivants non protégés et extrêmement dommageable pour les appareils électroniques non protégés. La navigation est un autre problème qui s'aggrave de manière dont on parle rarement. Aux vitesses de voyager, sur plusieurs décennies, de petites erreurs de trajectoire peuvent être corrigées. À des vitesses relativistes, sur des centaines de milliers ou des millions d'années, de minuscules erreurs de calcul dans la trajectoire initiale s'accumulent. La cible elle-même est en mouvement. Le nain du Sagittaire est en train d'être déchiré. Son centre dérive sur une orbite complexe autour de la Voie lactée. Le grand nuage mélanique décrit sa propre longue orbite. Andromède tombe vers nous à environ 110 km/s. Au cours du voyage, toutes ces destinations auront bougé par rapport à leur position au moment du décollage. Vous ne pouvez pas viser là où ils sont actuellement. Vous devez viser l'endroit où ils se trouveront. Et plus la destination est lointaine, et plus le voyage est long, plus l'arrivée devient sensible à toute erreur dans cette prévision. Même si vous savez exactement où vous allez, musique, vous devez quand même savoir exactement où vous êtes. À chaque instant de ce voyage qui dure plus longtemps que n'importe quelle civilisation enregistrée, les systèmes de navigation embarqués devront rester précis pendant des durées supérieures à la durée de vie moyenne de chaque technologie jamais construite par l'homme. Et les communications avec le pays d'origine, pour corriger le cap, cessent très vite d'être utiles. À la distance d'Andromède, un signal radio met 2,5 millions d'années pour atteindre la Terre et autant pour revenir. Je ne reçois aucune aide de chez moi. Il n'y a pas de centre de contrôle des missions. Ce navire est seul comme aucun véhicule humain ne l'a jamais été. Et tout au long de ce exposé, nous n'avons fait que discuter de ce qu'il faut pour déplacer un objet sur une certaine distance. Nous n'avons pas encore abordé la question de savoir ce qui doit être vivant à l'intérieur de cet objet pour que ce voyage soit considéré comme un voyage humain vers une autre galaxie. Car l'envoi d'une sonde vers la galaxie naine du Sagittaire n'est généralement pas ce que les gens entendent lorsqu'ils se demandent si les humains pourraient un jour atteindre une autre galaxie. Un signal radio reçu en Andromède dans des millions d'années n'est pas non plus ce que les gens veulent dire. Ce que les gens entendent généralement par là, ce sont des êtres humains vivants ou des descendants reconnaissables de eux. Arrivés vivants à destination, capables de descendre du navire et de se retrouver dans un endroit nouveau. C'est sur cette question que toute cette arithmétique rencontre la biologie et la civilisation. Car même dans le scénario relativiste le plus favorable, où un équipage se déplaçant à 99% de la vitesse de la lumière perçoit le voyage comme durant des centaines de milliers d'années, plutôt que des millions, des centaines de milliers d'années, reste plus longue que toutes les civilisations humaines ayant jamais existé. Personne n'a jamais construit quoi que ce soit destiné à fonctionner en continu pendant une période aussi longue. Aucune source d'énergie n'a jamais fonctionné sans interruption pendant une période aussi longue. Aucune population biologique n'est jamais restée cohérente, saine et capable de se reproduire pendant une telle durée dans un environnement clos. Et voilà la réponse amicale. Et ce n'est là qu'une réponse conciliante, à condition que les coûts physiques permettant d'atteindre ces vitesses soient maîtrisables, ce qui, comme nous l'avons vu, requiert des énergies presque impossibles à décrire à l'aide de l'expérience industrielle humaine, nécessite un blindage qui n'a jamais été conçu, nécessite des systèmes de décélération qui n'ont jamais été testés. Cela nécessite une navigation qui n'a jamais été assurée et exige que tous ces problèmes soient résolus simultanément, et non un à la fois, car la défaillance de l'un d'entre eux met fin à la mission. Il existe une tentation de déclarer les voyages intergalactiques impossibles. Ce serait malhonnête. Rien de ce que nous avons dit ne prouve que c'est impossible en principe.
Les équations de la physique n'interdisent pas à une civilisation suffisamment avancée de construire des vaisseaux spatiaux relativistes, du moins en théorie. La propulsion par fusion, la propulsion par antimatière et la propulsion par faisceau ne constituent pas des violations des lois de la physique connues. Ce ne sont que des violations des principes d'ingénierie connus. Ce que nous avons démontré est quelque chose de plus précis et de plus dérangeant qu'impossible. Nous avons démontré que chaque raccourci apparent recèle sa propre catastrophe, que le fait d'aller plus vite ne raccourcit pas simplement le trajet. Cela multiplie le budget énergétique de façon catastrophique. Cela intensifie les risques d'impact. Cela aggrave le problème de navigation. Cela crée un problème de décélération aussi coûteux que le problème d'accélération. Cela ne rend pas le voyage plus facile. Cela rend le voyage différent, et différent de telle sorte qu'un problème insoluble en remplace un autre. Et même dans le scénario le plus optimiste, où chacune de ces catastrophes techniques serait miraculeusement résolue, l'équipage doit encore survivre au voyage. Le navire doit encore rester opérationnel. Les personnes à l'intérieur doivent rester des personnes, et rester les mêmes personnes d'une certaine manière, à l'autre bout du chemin. Car la durée du voyage, quelle que soit la manière dont on la calcule, n'est pas celle d'une expédition scientifique, même réduite par la dilatation du temps au chiffre le plus acceptable possible. C'est une durée supérieure à celle de toute entreprise humaine qui ait jamais perduré de manière cohérente. Ce qui signifie que la vraie question n'est pas de savoir si nous pouvons construire le moteur. La véritable question est de savoir ce qui doit être embarqué à bord et si, au moment de son arrivée, on pourra encore parler de mission humaine. Voilà la question qui nous attend maintenant. Car dès l'instant où l'on cesse de se demander à quelle vitesse le navire se déplace et que l'on commence à se demander ce qui doit rester vivant, fonctionnel et utile à l'intérieur pendant les durées que nous venons de calculer, la nature même du problème change. Le moteur n'allait jamais suffire. Ce qui doit survivre, ce n'est pas seulement une machine, c'est toute une façon d'être humain. Nous nous sommes retrouvés il y a un instant face à une étrange question. Non seulement nous pouvons construire le moteur, mais aussi ce qui doit se trouver à l'intérieur. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent concerne en réalité la physique, et la physique, du moins en principe, est négociable. Une civilisation suffisamment avancée pourrait un jour apprendre à accélérer un petit véhicule rudimentaire à une fraction substantielle de la vitesse de la lumière. Musique. Il pourrait apprendre à protéger ce véhicule de ce qu'il rencontre. Il pourrait apprendre à ralentir à l'extrémité opposée. Tout cela est extrêmement difficile. Cela nécessite des énergies et des matériaux que personne n'a jamais produits et pousse toutes les disciplines d'ingénierie connues au-delà de leurs limites. Mais rien de tout cela ne viole une loi naturelle connue. Dans ce sens restreint, c'est imaginable. Le problème, c'est que le moteur imaginable ne représente pas l'intégralité de la mission. Le moteur est uniquement ce qui fait avancer le navire. Ce qui doit survivre au voyage, ce n'est pas le navire. Ce qui doit survivre, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Et lorsque nous exposons honnêtement ce que devrait être ce qui se trouve à l'intérieur, sur les durées que nous avons calculées précédemment, nous commençons à voir que la véritable difficulté d'atteindre une autre galaxie ne réside pas dans le vide spatial. La véritable difficulté réside dans ce qui doit rester fonctionnel, cohérent et reconnaissable comme humain pendant une durée qu'aucune institution humaine n'a jamais endurée. C'est à ce moment-là que nous abordons cette question et que le sens du voyage finit par se défaire. Commençons par la chose la plus simple, R. Un vaisseau spatial rudimentaire traversant la galaxie naine du Sagittaire à environ 10% de la vitesse de la lumière doit maintenir une atmosphère respirable en circulation à l'intérieur de sa coque pendant environ 700 000 ans. Ne passez pas au-delà de ce numéro, 700 000 ans. Cela représente une durée supérieure à l'intervalle qui nous sépare des premiers membres de notre propre genre, plus ancienne de loin que la séparation entre les Néandertaliens et les humains modernes, période durant laquelle le navire doit maintenir les pressions partielles correctes d'oxygène et d'azote, éliminer le dioxyde de carbone produit par l'équipage, filtrer les traces de contaminants, prévenir les fuites qui tueraient tous les occupants, et faire tout cela sans une seule panne prolongée, sur une durée supérieure à des époques géologiques entières. Et cela correspond à la définition amicale du goutte à goutte destinée à la destination la plus accueillante,
grâce à une technologie de propulsion que personne n'a jamais conçue. L'eau, la nourriture et les déchets constituent un seul et même problème sous différentes formes. Un navire effectuant un voyage de cette durée ne peut être ravitaillé. Il ne peut pas transporter d'eau pour le voyage. Il ne peut pas transporter de nourriture pour le voyage. Il ne peut même pas transporter les matières premières nécessaires à l'alimentation pour le voyage, car la masse requise sur des centaines de milliers, voire des millions d'années, est absurde. Le navire doit en revanche fonctionner comme un écosystème de recyclage fermé. L'eau doit être récupérée de chaque processus biologique, purifiée et réutilisée indéfiniment. Les nutriments doivent être recyclés des déchets vers la production alimentaire grâce à une combinaison de procédés biologiques et chimiques. Chaque élément du régime alimentaire de l'équipage doit être cultivé, réapprovisionné, pêché à nouveau ou refabriqué à bord. Et chacun de ces cycles doit fonctionner sans interruption permanente pendant toute la durée du voyage. Nous n'avons jamais construit d'écosystème fermé qui fonctionne. La tentative sérieuse la plus célèbre, l'expérience Biosphère 2 au début des années 1990, visait à maintenir un petit équipage en vie dans un environnement clos pendant 2 ans et a rencontré de graves problèmes en quelques mois. Les niveaux d'oxygène ont chuté d'une manière que personne n'avait prédite. Certaines espèces se sont effondrées, d'autres ont vu leur population exploser. La composition chimique de l'atmosphère confinée a évolué. Le système n'a pas connu d'échec spectaculaire, mais il n'a pas non plus réussi. Sa viabilité nécessitait une intervention extérieure continue. Cela a représenté 2 années sur Terre, avec une équipe de soutien complète prête à intervenir dans un environnement que nous avions spécialement conçu pour étudier précisément ce problème. Le voyage que nous décrivons nécessite des écosystèmes fermés, qui fonctionnent non pas pendant 2 ans, mais pendant des centaines de milliers d'années, sans intervention extérieure, sans équipe de soutien, sans une quantité de chimie tampon suffisante à l'échelle planétaire pour s'appuyer. Il ne s'agit pas d'une version à plus grande échelle de Biosphère 2. C'est un problème d'une autre nature. Ajoutez maintenant les humains. Une mission intergalactique rudimentaire ne peut être pilotée par les mêmes humains du lancement à l'arrivée. Même le scénario relativiste le plus favorable, où la dilatation du temps réduit la durée d'expérience de l'équipage à des dizaines de milliers d'années, nécessite tout de même plusieurs générations de membres d'équipage à bord du vaisseau. Des centaines de générations, voire des milliers selon la cible et la vitesse. Cela signifie que la mission n'est pas une mission au sens conventionnel du terme. C'est un voyage multigénérationnel. Ceux qui lancent le projet ne seront pas ceux qui arriveront à destination. Les personnes qui arriveront n'auront pas connu celles qui sont parties. Chaque génération à bord du navire vivra et mourra entièrement à l'intérieur de celui-ci, sans jamais avoir vu la destination et n'ayant connu l'origine qu'à travers les archives, ce qui soulève la question de la viabilité génétique. Une population humaine isolée à bord d'un vaisseau spatial est soumise à toutes les contraintes que les généticiens ont identifiées pour toute petite population isolée. La dépression de consanguinité devient un risque réel si la population fondatrice est trop petite. La perte de diversité génétique due à la dérive génétique devient une réalité sur le long terme. Les estimations de la population fondatrice minimale, viable pour une lignée humaine à long terme, varient considérablement dans la littérature, allant de quelques dizaines, avec une gestion stricte à quelques centaines, avec une planification reproductive minutieuse, jusqu'à plusieurs milliers pour une marge plus indulgente. Toutes ces estimations supposent que la population est gérée activement, que la reproduction est surveillée et organisée sur plusieurs générations, que certains types d'accouplements sont encouragés et d'autres évités. Autrement dit, l'équipage n'est pas libre de la même manière que les gens sur Terre. Leur vie reproductive est soumise aux contraintes de la survie du vaisseau, et même une population bien gérée finira par dériver. Sur des centaines de générations, les humains à bord du vaisseau divergeront biologiquement et culturellement des humains sur Terre. Non pas pour des raisons spectaculaires, mais simplement parce que c'est ce que font les populations fermées sur de longues périodes. Les personnes arrivant à destination seront génétiquement et culturellement différentes de celles qui les ont lancées, et ces différences ne feront que s'accentuer avec la durée du voyage. Considérons maintenant la machinerie. Chaque système du navire, chaque réacteur, chaque recycleur, chaque pompe, chaque joint, chaque processeur doit soit continuer à fonctionner pendant toute la durée du voyage,
soit être réparé et remplacé par l'équipage lui-même. Rien ne dure des centaines de milliers d'années sans entretien. Rien de ce que nous construisons ne dure des centaines d'années sans entretien, ce qui signifie que le navire doit embarquer ou être en mesure de fabriquer des pièces de rechange pour chacun de ses composants. Et elle doit posséder ou être en mesure de fabriquer les outils nécessaires à la fabrication de ces pièces. Et il doit véhiculer le savoir-faire transmis de génération en génération au sein de l'équipage, celui de fabriquer les outils qui servent à fabriquer les pièces. Ce dernier point est sans doute l'un des plus difficiles, car le savoir humain n'est pas stocké dans des livres. Il est stocké dans les gens. Le savoir-faire d'un machiniste ne se résume pas aux mots d'un manuel. Il s'agit de la compréhension pratique de ce qui se passe lorsqu'une pièce de métal est tournée vers un tour. Appris par la pratique, transmis en travaillant aux côtés de quelqu'un qui possède déjà les connaissances. Le savoir-faire d'un agriculteur, d'un électricien, d'un médecin, d'un chimiste, d'une infirmière, d'un ingénieur, n'est pas un fichier texte. C'est un apprentissage vécu, et chacune de ces compétences doit être transmise fidèlement et sans interruption à chaque génération à bord du navire, pendant toute la durée du voyage. Si une compétence est perdue, même temporairement, les systèmes qu'elle soutient tomberont en panne. Et si suffisamment de systèmes tombent en panne simultanément, le navire coule. C'est un problème de civilisation, pas un problème d'ingénierie. Ce n'est pas en améliorant la construction du navire que le problème se résout. La solution, si elle existe, consiste à veiller à ce que les humains à bord continuent de s'enseigner mutuellement tout ce qu'ils ont besoin de savoir pendant des centaines de générations, sans qu'une seule génération n'interrompe la transmission. Aucune civilisation humaine n'a jamais fait cela. Toutes les civilisations ayant existé sur Terre ont perdu des connaissances, parfois de manière catastrophique. Les techniques de construction de certains types d'arches, de mélange de certains types de ciment, de fonte de certains types de bronze, ont toutes été perdues puis redécouvertes, parfois partiellement. Et ces civilisations existaient dans le contexte bien plus clément d'une planète entière, dotée d'une agriculture performante, où les enfants apprenaient des compétences que leurs parents n'avaient jamais utilisées, avec la liberté d'échouer dans une région et de se relever dans une autre. Le navire n'a pas d'autre région. Si des connaissances sont perdues à bord du navire, il n'y a nulle part ailleurs où elles puissent être réapprises. Et voilà une raison de continuer. Un vaisseau générationnel n'est pas qu'un simple défi technique, c'est un problème culturel. À bord, chaque génération à partir de la deuxième est invitée à passer toute sa vie à l'intérieur d'une machine à entretenir cette même machine, afin qu'une génération lointaine, qu'aucun de eux ne rencontrera, puisse atteindre une destination qu'aucun d'eux ne verra. C'est une demande particulière qui doit être renouvelée de génération en génération sans perte d'engagement. Les personnes à bord du navire doivent continuer à croire que la mission mérite leurs efforts, leurs choix en matière de reproduction, les contraintes qui pèsent sur leur vie, et qu'elles méritent d'enseigner à leurs enfants la même manière pour toujours, jusqu'à leur arrivée. Les êtres humains ont poursuivi des objectifs tout au long de leur vie, parfois sur plusieurs générations, mais jamais pendant les durées que nous décrivons ici. Des empires se sont effondrés en quelques siècles. Les religions se sont transformées en l'espace de millénaires. Les langues elles-mêmes deviennent méconnaissables en l'espace de quelques milliers d'années. Dans les délais que nous évoquons, le langage même que parle l'équipage évoluera vers quelque chose de nouveau. Les histoires qu'ils raconteront pour expliquer leur présence à bord du navire finiront par se perdre. Les histoires vont changer, être révisées, voire oubliées et réécrites. La question de savoir si la vocation du navire survivra à cette dérive n'est pas une question technique. La question est de savoir si une population humaine peut poursuivre un objectif unique à long terme sur une durée supérieure à celle de toute civilisation ayant jamais rien poursuivi. Maintenant, intégrons la dilatation du temps car, dans les scénarios relativistes les plus optimistes, le temps perçu par les équipages peut être beaucoup plus court que la durée du voyage dans le référentiel terrestre. Comme nous l'avons déjà mentionné, à 99% de la vitesse de la lumière, un voyage de 2,5 millions d'années vers Andromède est perçu comme environ 350 000 ans par l'équipage. Poussé à 99,99%, le temps perçu par l'équipage chute à quelques dizaines de milliers d'années. En principe, à des vitesses arbitrairement proches de la vitesse de la lumière, le temps d'expérience de l'équipage peut être encore réduit.
Cela n'élimine toutefois pas les problèmes mentionnés ci-dessus. Cela ne fait que les compresser. Des dizaines de milliers d'années, c'est encore plus long que toutes les civilisations recensées. Même la version la plus longue et la plus chronométrée de ce voyage exige d'une population humaine fermée qu'elle reste cohérente, en bonne santé, culturellement continue et déterminée pendant une durée que personne n'a jamais réussi à atteindre. Et c'est là que la seconde moitié de la dilatation temporelle relativiste devient importante. Et c'est la moitié que les traitements populaires omettent presque toujours. L'horloge à bord du navire ralentit. L'horloge à l'extérieur du navire, elle, ne l'est pas. Ce qui signifie que le temps d'expérience de l'équipage ne correspond pas à la durée du voyage. Le temps d'expérience de l'univers correspond à la durée d'une vie entière ressentie par l'équipage. Et l'arrivée d'Andromède se produit 2,5 millions d'années dans le référentiel de toute personne restée sur Terre. Donc, 2,5 millions d'années se sont réellement écoulées sur Terre, non pas pour l'équipage, mais pour tous les autres. La civilisation qui a lancé le vaisseau, si elle existe encore, est 2,5 millions d'années plus ancienne que celle qui lui a fait ses adieux, ce qui revient à dire qu'il ne s'agit presque certainement pas de la même civilisation. 2,5 millions d'années, c'est comparable à la durée de vie totale du genre Homo, depuis ses premiers membres connus, soit plus longue que celle de n'importe quelle espèce humaine. Plus longtemps, en fait, que la plupart des espèces de mammifères ne survivent tout court. Ainsi, même dans le cas relativiste le plus optimiste, le vaisseau arrive à Andromède et l'équipage, après avoir vécu des vies condensées, débarque sur un monde dans une galaxie de la taille de la nôtre, ayant rompu tout lien pratique avec la civilisation qui les a construits. La Terre, si elle possède encore une Terre, a parcouru 2,5 millions d'années de plus dans son histoire qu'au moment du départ du vaisseau. Tout message de l'équipage annonçant un retour en toute sécurité mettra encore 2,5 millions d'années pour voyager dans le temps et être reçu, s'il reste encore quelqu'un pour le recevoir. Toute réponse mettra encore 2,5 millions d'années à parvenir au vaisseau. La communication avec le domicile n'est pas simplement retardée, c'est fonctionnellement impossible. L'équipage n'est pas en expédition, ils ne reçoivent aucun rapport de contrôle au sol. Il n'y a nulle part où ils puissent retourner. Comme Brown le moignon, ils ne peuvent rien envoyer de vraiment utile chez eux, ce qui nous amène au cœur même de ce que tout cet épisode a sous-tendu. Si l'équipage a rompu tout lien pratique avec la civilisation qui l'a lancée, en quel sens la mission est-elle encore considérée comme terrestre? En quel sens les personnes à bord sont-elles encore des émissaires de l'espèce qui les a envoyées? Ils portent en eux la biologie terrestre sous une forme altérée et dérivant. Ils portent en eux les archives de la Terre, sous quelque forme que ce soit, ayant survécu à des centaines de milliers d'années de stockage et de transmission. Ils portent peut-être en eux le souvenir de leur origine, mais ils ne partagent pas le présent de la Terre. Ils ne partagent pas la société terrestre. Ils ne partagent pas l'histoire vécue de la Terre. Ils constituent, sur le plan fonctionnel, une nouvelle civilisation humaine. S'émanciper définitivement de la souche mère pour atteindre une destination qui est devenue sa propre raison d'être. C'est la transformation que réalise le voyage, et c'est pourquoi l'expression « atteindre une autre galaxie » change discrètement de sens lorsqu'on l'examine de près. Atteindre une autre étoile est un long voyage, mais on peut l'imaginer comme une expédition. Un équipage part, un équipage arrive, et même si le voyage dure des siècles, il existe un lien significatif entre le départ et l'arrivée. Atteindre une autre galaxie, c'est différent. Atteindre une autre galaxie à n'importe quelle vitesse que la physique nous permet actuellement d'imaginer est un voyage qui dépasse la continuité pratique de toute civilisation humaine. Les personnes qui arrivent ne sont allées nulle part au nom de la Terre. Ils sont devenus autre chose et l'ont emmené ailleurs. La mission n'a pas tant atteint une autre galaxie qu'elle a donné naissance à une seconde civilisation et l'a implantée à des années-lumière de distance. Et ce recadrage est important en raison de ce qu'il implique concernant la question initiale que nous avons posée. La question était de savoir si la galaxie la plus proche n'était pas trop éloignée pour les humains. Nous avons construit la réponse petit à petit. Nous avons d'abord constaté que la galaxie la plus proche n'est pas désignée par un nombre précis, mais par un choix de définition. Et même l'option la plus amicale, une naine en train de se dissoudre à moitié et orbitant à l'intérieur de notre halo, est lointaine. Nous avons alors constaté qu'à l'échelle galactique, loin ne signifie pas loin dans l'expérience ordinaire.
Elle est des milliers, voire des millions de fois plus éloignée que l'étoile la plus proche, qui est déjà inaccessible aux vitesses actuelles. Nous avons alors constaté qu'aller plus vite ne résolvait pas le problème du voyage, car chaque augmentation de vitesse coûte énormément plus d'énergie, introduit de nouveaux risques d'impact et crée un problème symétrique de décélération que la plupart des passionnés oublient discrètement. Et maintenant, nous constatons enfin que même si tous ces problèmes physiques sont d'une manière ou d'une autre surmontés, le voyage exige tout de même que le vaisseau devienne un monde, que l'équipage devienne sa propre civilisation et que le lien avec l'origine soit fonctionnellement perdu, ce qui signifie que l'expression « trop loin pour les humains » doit être interprétée avec soin. Rien dans ce que nous avons dit ne prouve qu'aucun objet ne pourrait jamais traverser une autre galaxie. Rien ici ne démontre qu'une sonde, un signal ou un système autonome d'auto-réparation ne pourrait en principe pas être envoyé de l'autre côté de l'espace. Il n'existe aucune barrière physique qui empêche la matière et l'information de la franchir, pourvu qu'elles aient suffisamment de temps et d'énergie. Ce n'est pas la contrainte. La contrainte est que les êtres humains, au sens ordinaire du terme, ne peuvent effectuer la traversée sans cesser d'être des êtres humains, au sens ordinaire du terme. Le voyage transforme l'équipage. Cela transforme la mission. Cela transforme la connexion avec la Terre. Et tout cela se produit avant même l'arrivée du vaisseau, car les échelles de temps elles-mêmes imposent cette transformation. Il y a une façon discrète de le dire et une façon plus affirmée de le dire. La solution de facilité consiste à dire qu'atteindre une autre galaxie n'est pas un problème technologique, mais un problème de civilisation. L'explication la plus radicale est que, pour atteindre une autre galaxie, l'humanité devrait lancer non pas un vaisseau spatial, mais une version miniature d'elle-même, de façon permanente, dans un voyage plus long que sa propre histoire, dans l'espoir que celui qui finirait par sortir du vaisseau à l'autre bout se reconnaîtrait encore comme le descendant du peuple qui l'a construit. La question de savoir si les expressions « voix forte » et « voix faible » désignent la même chose ou des choses légèrement différentes est une question que chacun peut méditer un moment. Ce qu'ils ont en commun, c'est la reconnaissance que la difficulté ne réside pas réellement dans le moteur, le blindage, les recycleurs ou le réacteur. La difficulté réside dans le fait qu'il doit s'agir d'une entreprise humaine continue, sur une durée qu'aucune entreprise humaine continue n'a jamais connue. Et il y a autre chose à noter concernant ce cadrage, car il modifie la dimension émotionnelle de la réponse. Quand on dit qu'une autre galaxie est inaccessible, on l'entend généralement dans le langage de l'impossibilité. Cela signifie que les chiffres sont trop importants, l'énergie est trop vaste, la distance est trop extrême. Ce raisonnement n'est pas erroné. Mais cela traite le problème comme si l'univers nous fermait une porte au nez. Il existe une autre façon d'aborder la question, à savoir que l'univers ne ferme aucune porte. Cela nous indique simplement que la porte se trouve de l'autre côté d'une immense pièce. Et pour traverser la pièce, il faudrait que nous devenions le genre de choses capables de la traverser. Une espèce qui a appris à construire des vaisseaux qui sont des mondes. Une civilisation qui a appris à répartir son dessein sur des durées supérieures à sa propre histoire. Une biologie qui a appris à rester viable sur des centaines, voire des milliers de générations, dans un environnement qui ne fournit rien d'autre que ce qui y est intrinsèquement lié. La question de savoir si cela est impossible dépend de ce que l'on entend par impossible. C'est assurément au-delà de nos capacités désormais. Cela restera peut-être toujours hors de notre portée. Ce n'est pas nécessairement impossible pour tous nos descendants possibles. Mais même si, dans un futur lointain, des descendants de l'humanité parviennent à un tel exploit, la mission qu'ils entreprendront ne sera pas véritablement un retour aux sources de leur civilisation d'origine. Ce sera une colonie au sens le plus profond du terme, une séparation permanente, un acte consistant à installer une partie de l'humanité dans un lieu où aucun des autres ne reverra ni n'entendra plus jamais parler. Et voici finalement la signification de la distance. L'écart entre notre galaxie et tout autre n'est pas une distance qu'une mission franchit. C'est la distance que devient une mission. Ceux qui partent n'emportent pas la Terre dans une autre galaxie. Ils se transforment en cours de route et arrivent là où ils sont, tels qu'ils sont. Il y a une étrange dignité dans cette idée, et il y a aussi une étrange tristesse. La dignité, car elle signifie que l'univers ne nous rejette pas simplement.
Elle pose une véritable question sur ce que nous serions prêts à devenir pour y répondre. Chagrin, car cela signifie que tout succès serait aussi une forme de perte. Les humains qui arriveraient sur Andromède, sur le grand nuage mélanique ou parmi les restes dérivants de la planète naine du Sagittaire, porteraient l'ascendance terrestre de la même manière qu'un descendant lointain porte l'ascendance d'un arrière-arrière-arrière-grand-parent. Ils sauraient d'où ils viennent. Musique, ils ne le sauraient nulle part au sens propre du terme. La Terre ne serait qu'un nom dans leurs archives, une histoire dans leurs traditions, un ensemble de signatures chimiques dans leur corps, pas un foyer, pas un endroit où ils pourraient retourner, même pas un endroit où ils pourraient imaginer retourner. Car l'idée même de retourner en arrière aurait cessé d'être cohérente 100 générations avant leur arrivée. Et donc, la galaxie la plus proche est trop éloignée pour les humains, au sens précis du terme. Pas trop loin pour les objets, pas trop loin pour l'information, pas trop loin pour des systèmes autonomes très précis qui pourraient un jour être capables de franchir le fossé et d'enregistrer quelque chose de l'autre côté. Trop loin pour les humains, dans le sens où un humain qui s'y rend ne serait plus le même qu'à son arrivée. Et une civilisation lançant une telle mission ne serait pas la même civilisation apprenant son succès. Le voyage est trop long pour qu'une personne puisse y survivre en restant elle-même. Il est trop long pour qu'une civilisation reste inchangée. C'est trop long pour que le sens de l'arrivée puisse survivre intact. C'est pourquoi, au final, la galaxie la plus proche n'est pas si proche. Non pas à cause d'un nombre d'années-lumière, même si ces chiffres sont impressionnants. Non pas à cause d'une facture d'énergie exorbitante, même si les coûts sont faramineux, mais à cause de ce qui devrait changer en cours de route. À l'échelle galactique, les distances ne sont pas vraiment des distances. C'est une durée qui transforme tout ce qui tente de la traverser. Et les êtres humains, aussi loin que puisse aller un jour notre ingénierie, sont faits d'une continuité qui ne survit pas à un tel étirement. Alors, quand quelqu'un demande si nous atteindrons un jour une autre galaxie, la réponse honnête n'est ni oui ni non. La vérité, c'est que pour atteindre une autre galaxie, l'humanité devrait se transformer avant d'y parvenir, quelque chose qui pourrait avoir une utilité sur une durée bien supérieure à celle de n'importe laquelle de nos institutions, quelque chose qui pourrait rester cohérent à travers des milliers de générations, quelque chose qui pourrait se réparer, se nourrir et s'apprendre continuellement, pendant des périodes supérieures à l'âge de notre espèce. Quel que soit l'auteur d'un tel acte, il pourrait porter notre nom. Il pourrait véhiculer notre chimie. Elle pourrait porter en elle le souvenir lointain du monde d'où nous l'avons lancé. Mais ce serait un cas à part. Elle aurait mérité une autre galaxie en cessant d'être tout à fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est peut-être ce que la galaxie la plus proche nous demande réellement. Pas un moteur plus rapide, pas un réacteur plus gros, pas un meilleur bouclier, mais une version de nous-mêmes, suffisamment patiente, suffisamment persévérante et suffisamment transformée pour devenir le genre de voyageur qu'exige une telle distance. La question de savoir si nous le serons un jour ou si une espèce quelconque l'est jamais reste entièrement ouverte à la question que l'univers pose. Ce qui reste incertain, c'est le prix du billet. La galaxie la plus proche n'est proche que sur le papier. Dans la monnaie qui compte en termes de corps, de génération, de civilisation, la distance est si longue que ce qui la paie ne sera finalement pas ce qui a commencé à marcher. Et c'est peut-être la manière la plus profonde de répondre à la question qui nous a amenés au départ. La galaxie la plus proche est peut-être trop éloignée pour les humains, non pas parce qu'il se trouve au-delà d'un mur, mais parce que l'atteindre exigerait que l'humanité elle-même franchisse un seuil en chemin. La galaxie la plus proche n'est pas située de l'autre côté d'une distance considérable. Cela se situe à l'extrême de ce que nous devrions devenir pour y parvenir.